Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre émission Sans filtre avec beaucoup de débats, de l'info bien évidemment, il en faut aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Pourquoi il en faut? Vous avez bien remarqué qu'une partie de la France est toujours les pieds dans l'eau. Un homme est porté disparu dans le Maine-et-Loire. L'épisode de crue qui n'en finit pas donc frappe la France et pourrait devenir dramatique. C'est d'une intensité historique. Ça fait plus de 30 jours qu'une partie de la France est sous l'eau. Vous le vivez chaque jour avec nous bien évidemment. 4 départements sont en alerte rouge. Nos équipes sont sur place dans les départements qui sont les plus touchés. On les rejoindra bien évidemment dans un instant au plus près des sinistrés. On s'interrogera également sur ce statut qui n'existe pas vraiment quand on est français de réfugié climatique, ou plutôt de déplacé climatique. Il risque d'y avoir dans notre pays des déplacés climatiques. Un jour prochain, peut-être y en a-t-il déjà. C'est ce que pense Pascal Perry, il sera avec nous. Et puis nous allons parler, ce sera le deuxième grand titre, bien évidemment, de l'onde de choc de la mort de Quentin Derenque, avec de nouvelles interpellations ce matin, ce qui porte au total à 11 le nombre des interpellations dans cette affaire effectuée par la police. Et puis nous parlerons de l'onde de choc, cette fois-ci politique, avec une algarade, plus qu'une prise de bec hier à l'Assemblée nationale, et puis même le siège de la France Insoumise qui a été évacué, nous dit-on, il y a quelques minutes pour des raisons liées à des alertes à la bombe. Bon bref, donc cette onde de choc politique est majeure et nous allons revenir dessus. Et puis la célèbre Mapen ne sera plus française, c'est même pas inconditionnel, c'est sûr. La célèbre marque de fourniture scolaire va fermer sa toute dernière usine dans l'Hexagone pour aller produire en Asie, évidemment, c'est moins cher là-bas. Et puis, il y a un autre facteur que la marque met en avant, la chute de la natalité. Moins de bébés égale moins d'élèves. C'est QFD, on en parlera au cours de l'émission. C'est parti. Pas de bumper, allez, on commence. Pas de bumper. Eh bien, mesdames, messieurs, le journal, c'est parti. C'est l'information de la journée. Un homme est disparu dans la Loire. Son embarcation s'est retournée hier soir assez tard. Les 2 autres occupants qui étaient avec lui dans cette embarcation ont, eux, été secourus. Le procureur de la République est très sceptique quant aux chances de le retrouver, car à cet endroit de la Loire, le courant est extrêmement fort. Ces crues d'une intensité historique pourraient donc prendre une tournure tout à fait dramatique. Effectivement, on va tout de suite rejoindre notre première équipe, donc mobilisée sur le front de ces intempéries. On va rester dans le Maine-et-Loire justement. Guillaume Serrin, Juline Garnier, bonjour à tous les deux. Vous êtes vous à Angers et depuis ce matin, vous nous relatez l'évolution de la situation sur place. Le problème, c'est qu'il y a les crues, ça vous nous en parlez beaucoup, et puis il y a cette tempête, Pedro, que vont devoir affronter les habitants. Oui, bonjour Magali, bonjour Eric. Effectivement, depuis ce matin, déjà, petit soulagement. Il ne pleut plus. Pour vous dire, avec Juline Garnier, on est dehors depuis 6h du matin et il nous a plu dessus toute la matinée. Là, désormais, il y a une petite accalmie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en effet, ça n'est qu'une accalmie de courte durée, parce qu'on s'attend évidemment à ce que la tempête qui arrive derrière fasse monter de nouveau le cours d'eau qui est déjà bien haut. Regardez un peu sur ces images. Là, on parle de 6 mètres. 6 mètres, c'est ce qui est à peu près atteint aujourd'hui, alors que normalement, on est à 1-2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ça, c'est acceptable. 6 mètres, c'est vraiment conséquent. Ça a des conséquences sur beaucoup d'aspects de la ville, notamment le pont sur lequel on se trouve aujourd'hui, qui sera dans quelques minutes fermé à la circulation des véhicules, mais également des piétons. Alors il y a beaucoup de gens qui se pressent encore sur ce pont, qui sont peut-être pas encore en courant, que le pont sera fermé bientôt, parce qu'on veut évidemment immortaliser l'instant. Ce n'est pas habituel de voir ça en plein cœur d'Angers. Justement, on est avec Pascal et son fils Elliot. Bonjour à vous. Alors vous êtes de la même manière venu voir un peu ce qui se passe, parce que c'est exceptionnel, et pourtant vous êtes angevin, vous avez déjà connu des épisodes d'inondation, mais des comme ça, c'est pas souvent, faut quand même bien le dire. Non, c'est très rare, c'est très rare. Moi, en 95, je vivais pas là encore, je suis arrivé en l'an 2000, mais j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans le quartier derrière, à la Doutre, et qui m'ont montré des photos où les gens se baladaient en barque sur la place Grégoire Bordillon, notamment, devant un café, le Ménestrel. Voilà. Alors on n'en est pas encore là, mais toi Elliot, typiquement, t'as moins de recul parce que t'es un peu plus jeune. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces images-là, de voir l'eau si haut? T'as jamais vu ça, j'imagine? Bah non, j'ai jamais vu ça et franchement c'est un peu exceptionnel quoi. Vu que moi j'ai jamais vu ça, c'est un peu épatant de voir ça quoi. Mais aucun de vous deux n'est réellement inquiet par la situation, parce qu'en vérité, vous vous dites, les crues dans la région, on en a plutôt l'habitude. Certes, elles sont rarement à ce niveau-là, mais finalement la région est habituée. Il y a des zones qui sont, on le sait, pas du tout habitables, donc on a mis des champs à cet endroit-là, et c'est tout.
Oui, non, on s'inquiète pas plus que ça. Nous, on fait un peu les touristes dans notre propre ville. On vient voir, on fait les curieux. On habite un peu plus haut et on est descendu voir le niveau. Et vous êtes au sec et vous n'êtes pas les seuls en tout cas à venir parce qu'aujourd'hui c'est vrai, tout ça attire beaucoup de monde ici au centre-ville. Ce qui est certain c'est que malheureusement l'eau va continuer de monter. On vous disait à peu près 6 mètres ici, ça pourrait encore atteindre 6 mètres 10 et à 6 mètres 10, les autres quartiers qui se trouvent de l'autre côté pourraient être complètement les pieds dans l'eau. Si, Guillaume Serrin, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on vous parlait tout à l'heure du siège de la France Insoumise qui avait été victime d'une alerte à la bombe. On écoute Manuel Bompard. Militantes et de militants extrêmement dangereux à proférer des menaces, des intimidations, des attaques de permanence et de locaux. Et le débat démocratique, c'est pas ça. Et la France Insoumise, elle porte un programme politique avec lequel on a évidemment le droit d'être en désaccord, c'est le débat démocratique. Mais on n'a pas le droit de menacer, d'intimider ses militants, ses élus, ou ses dirigeants et ses représentants. Ce climat vous inquiète pour la suite de la campagne, ce climat de violence ? Je pense que ce climat, il devrait inquiéter tout le monde. J'ai bien vu qu'une partie de l'extrême droite dans ce pays a pour projet politique de plonger notre pays dans la guerre civile. Et moi, je veux dire qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'y parviendront pas, qu'aucun d'entre nous ne cédera à aucune des provocations et que nous continuerons notre lutte implacable contre l'extrême droite par les voies démocratiques, par la mobilisation populaire, comme on a pu le faire, y compris par exemple lors des dernières élections législatives, par la mobilisation massive de millions de citoyennes et de citoyens qui se sont déployés, qui se sont mobilisés, qui sont allés voter pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir et empêcher ces méthodes violentes et brutales de devenir en quelque sorte une réalité politique dans ce pays. Donc je vois bien qu'il y a cette tentation et cette volonté et je pense qu'ils n'y parviendront pas parce que j'ai confiance dans le courage, le sang-froid du peuple français. Vous avez dit que la France Insoumise n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Il y a quand même un des collaborateurs d'un de vos députés qui a été interpellé hier soir et d'après les informations de certains médias, il est directement soupçonné d'avoir porté des coups mortels au jeune Quentin à Lyon. Alors, d'abord, je pense qu'on est là pour réagir à ce qui s'est passé ce matin. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Donc, si vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire, je vous propose de ne pas continuer le point sur lequel j'ai dit qu'il me semblait que tout le monde devait arrêter. Pour le reste, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans cette histoire. Il y a une enquête qui est en cours. Si l'enquête, elle doit déterminer des coupables, eh ben, ces coupables, ils seront punis. Et c'est légitime qu'ils le soient, évidemment. Mais la France Insoumise, en tant que mouvement et qu'organisation politique, n'a évidemment aucune responsabilité. Vous vous sentez en danger et quelles mesures vous avez prises pour assurer la sécurité de vos élus et de vos salariés ? Quand le siège national de votre organisation est menacé d'une attaque à la bombe, quand vos militants sont menacés dans la rue, quand vos candidats sont menacés dans leur propre domicile personnel, quand vos élus subissent des menaces de mort quotidiennes, oui, évidemment que vous êtes menacés et évidemment que vous vous sentez menacés. Et moi, je veux dire qu'il est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la possibilité d'avoir un débat démocratique qui soit un débat démocratique digne et sain. Évidemment, on a pris les mesures nécessaires et vous comprendrez pour des raisons de sécurité que je ne vais pas vous présenter ici publiquement les mesures de sécurité qui sont prises pour faire face à ces menaces. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Voilà Manuel Bompard qui a pris la parole à la suite des accusations, vous le savez, d'une partie de la classe politique qui accuse la France Insoumise, son mouvement, d'être en partie responsable de la mort de Quentin Derenc. On le rappelle, c'était dans les rues de Lyon la semaine dernière. Quentin Derenc, 23 ans seulement, a succombé à ses blessures samedi. Et l'enquête, parallèlement à cette crise politique, l'enquête avance. On va rejoindre Lino Vial et Nathan Vacher à Lyon devant l'un des commissariats de la ville parce que on a appris ce matin qu'il y avait de nouvelles interpellations. Donc ce qui fait que 11 personnes actuellement sont interrogées. Effectivement, 2 nouvelles interpellations depuis ce matin. Nous avons commencé à 9, nous sommes désormais à 11. Pour avoir un petit peu d'informations sur le profil, ce sont 8 hommes, 3 femmes qui sont désormais placées en garde à vue. 8 y sont pour homicide volontaire, les autres pour étant des accompagnateurs. 7 sont des accusés pour homicide volontaire, les autres sont des accompagnateurs. Les suspects ont été interpellés hier, en fin d'après-midi. Un vaste coup de filet de la BRI sur plusieurs départements, la Haute-Loire, la Drôme, l'Aisne et la région lyonnaise. Vous vous en doutez, une partie de l'enquête va désormais se diriger vers l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau. Que faisait-il à Lyon ? A-t-il été en contact avec le député ? Autant de questions qui vont lui être soumises dans les prochaines heures.
Merci beaucoup Lino Vial. Je crois que la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, s'est également exprimée. Magali Lunel. Effectivement, c'était ce matin parce qu'on le disait, la France insoumise qui est pointée du doigt dans ce meurtre d'un militant identitaire. Vous le savez, donc c'était la semaine dernière. Et donc Maude Bréjon, ce matin, a pris la parole pour réclamer l'exclusion de ce député. Il s'agit de Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse, qui a cofondé la Jeune Garde, ce collectif Antifa qui serait donc peut-être impliqué dans le meurtre de Quentin Deroc. La porte-parole du gouvernement réclame donc l'exclusion de ce député de la France insoumise. Écoutez. On arrive à un grand moment de clarification. Effectivement, la France insoumise doit faire le ménage dans ses rangs. Et moi, j'appelle la présidente Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnaud de son groupe, ou du moins à l'exclure temporairement pour marquer cette clarification, pour dire non à la violence. Voilà, mesdames, messieurs, vous restez avec nous. On va vous montrer, nos équipes sont déployées un peu partout en France. Et franchement, sur la question des crues, des inondations, des problèmes météorologiques, on monte en gamme, on monte en puissance. Malheureusement, je reçois toujours des textos d'agriculteurs qui n'ont toujours pas récupéré l'électricité dans le sud-ouest. Mais il n'y a pas que le sud-ouest désormais qui est concerné. Le Grand Ouest l'est également. Et ce qui est absolument terrible, c'est qu'il va y avoir un épisode qui va arriver là, ce soir, demain ou jeudi matin, qui va aggraver la situation. Evelyne Delia, qui était avec nous hier, revient aujourd'hui parce qu'elle a eu une phrase assez dingue. Elle a dit sur notre antenne: de toute ma carrière, de toute ma vie, je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais vu ça. Voilà, d'épisode climatique aussi singulier, aussi puissant, aussi fort et aussi long. À tout de suite, on se retrouve dans une poignée de secondes. Mesdames, messieurs, nos équipes sont en place un peu partout en France, surtout dans la moitié ouest du pays, pas le sud-ouest, la moitié ouest. On ira les retrouver parce qu'il se passe des choses absolument subjugantes, saisissantes. Voilà, je vais pas monter trop dans les adjectifs, mesdames, messieurs, mais c'est quand même une drôle de période que nous vivons. Pascal Perry est avec nous. Bonjour Pascal Perry. Bonjour. Vous allez nous parler, c'est un de vos sujets tout à l'heure, des réfugiés climatiques. Enfin, comment doit-on dire pour des Français qui sont des déplacés climatiques? Oui. Il va y en avoir. C'est plus seulement l'Afrique qui vient en Europe. Il y en a déjà. Oui, il y en a déjà des déplacés climatiques français. Le Pas-de-Calais, par exemple. Dans le Pas-de-Calais. Des gens qui ont quitté leur domicile, qui ont dû être relogés. Oui. On va en parler dans un instant. Emma Aziza, la fameuse hydrologue, experte en gestion du risque d'inondation, fondatrice du centre de recherche Mayan, est avec nous. Bonjour Emma, merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Nivine Potros. Dans un instant, nous allons être rejoints par Evelyne Delia, qui a eu une phrase assez folle hier, ici même, à 7h. Elle a dit: je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà. Malheureusement, ce n'est pas terminé parce qu'effectivement, il y a ces crues. Ça dure depuis plus d'un mois maintenant en France. Et en plus, il y a la tempête Pedro qui s'approche dans les prochaines heures, qui va frapper une bonne partie de la France avec ces pluies diluviennes. Vous imaginez ces pluies diluviennes sur ce sol déjà gorgé d'eau, avec ces crues déjà qui continuent évidemment, et ces vents violents. Ce sont 4 départements qui sont vigilance rouge aujourd'hui. La Charente-Maritime, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Gironde. On va justement se diriger vers le département de la Gironde, retrouver Capucine Diaz et Mathis Biller-Geoffrers. Racontez-nous, vous, ce que vous vivez depuis ce matin. Et d'abord, où êtes-vous précisément ? Nous venons de quitter la commune de Bourdelle. C'est une commune de 97 habitants qui était totalement coupée du monde. La plupart des habitants ont été évacués. Mais vous, Christian, vous avez fait le choix de rester malgré tout. Pour quelle raison ? Disons que les anciens sont restés dans la commune. On n'est plus très nombreux comme anciens dans la commune, mais toute notre génération est restée là. On est habitués, on a vu ça. Puis bon, on a des biens, on y tient. On n'est pas comme certains qui, sitôt que l'eau arrive, même avant qu'elle arrive, ils sont tout partis en laissant toute demeure où tout va se perdre. Et puis vous étiez préparé à cette éventualité d'une montée des eaux. Mais disons que 2-3 jours avant, on s'est préparé. On n'a pas attendu le dernier moment. Certains ont perdu des choses parce qu'ils ont attendu le dernier moment pour déménager, alors qu'ils étaient prévenus qu'il allait y avoir de l'eau, une inondation. Merci beaucoup Christian. Alors aujourd'hui et ces derniers jours, l'eau a un petit peu baissé, mais elle devrait augmenter à nouveau à partir de la fin d'après-midi. Merci beaucoup. Evelyne Delia vient de nous rejoindre. Evelyne, merci d'être là. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que nous avons reçus suite à votre intervention, ici même, hier, lorsque vous avez dit
Je n'ai jamais vu ça. Voilà, un phénomène d'une telle ampleur, je n'ai jamais vu ça. Ouais. D'autant plus que ça continue, malheureusement. Et là, nous étions en Gironde et on attend pour demain à nouveau de fortes pluies dans le sud-ouest, avec de plus Alors, c'est une tempête, disons que les vents, c'est 110 km/h, donc c'est de fortes rafales de vent à partir de cette nuit et pour la journée de demain, et notamment vraiment dans le sud du sud-ouest, sur les côtes. Alors, une perturbation à nouveau qui arrive, avec beaucoup de pluie encore prévue pour demain sur un bon quart sud-ouest du pays. Et le problème, c'est qu'on a des coefficients de marée élevés, avec une pleine mer entre 6 et 9 heures du matin, donc avec de plus pour demain, tout le long de la côte atlantique, des risques de vagues de submersion. D'ailleurs, les départements, à partir du Finistère et jusqu'aux Pyrénées-Orientales, seront placés en vigilance pour risque de vagues de submersion à partir de 6 heures du matin et certainement jusqu'à 9 heures du matin. Je pense au vent dans le sud-ouest, même s'ils ne sont pas les tempêtes du niveau de la semaine dernière, on a des sols gorgés d'eau, des arbres fragilisés, donc on risque d'avoir encore des dégâts qui se reporteraient sur le réseau électrique, par exemple, ou ferroviaire. D'autant plus que ces eaux auront du mal à s'écouler, puisque c'est un vent d'ouest. On attend à nouveau beaucoup de neige sur les reliefs, et de fortes rafales de vent aussi vers le Tarn, l'Aveyron, où on risque d'avoir en plus des pluies très importantes sur toutes ces régions, jusqu'à la limite du Golfe. Et sur le golfe du Lion aussi, on va avoir de très très fortes rafales de vent. Pas seulement l'Ouest qui est concerné, effectivement. Et Emma Aziza, pendant que nous préparions cette émission, qui est avec nous, l'hydrologue Emma Aziza, nous disait, attention, pour l'instant, on regarde là où il y a des problèmes, ce sont tous ces départements du sud-ouest et de l'ouest, le Maine-et-Loire très touchés, mais il y a des signaux faibles qu'il faut regarder ailleurs, notamment en amont du grand bassin parisien, voilà, parce qu'il y a des retenues d'eau qui, elle, monte. La Seine est très haute, et la Seine, ça touche quand même une équation assez large de plusieurs dizaines de millions d'habitants entre l'amont de Paris et puis le Havre, et puis donc c'est pas rien. Si vous nous dites attention, dans les prochains jours, la Seine peut déborder, c'est pas une information anodine. Alors, vraiment, ce que l'on voit aujourd'hui, jusque-là, la Seine n'était pas concernée par des vigilances, si ce n'est en niveau vert ou jaune. Donc, on n'a pas de signaux très clairs qu'il y a un risque localement. Maintenant, tout en amont, nous avons un certain nombre de petits cours d'eau. Il faut imaginer le bassin de la Seine, c'est un bassin qui s'étend sur une très large superficie. Et donc, sur tous ces petits cours d'eau, ils sont en train de réagir extrêmement fortement. Ça signifie que l'on va avoir des débits qui vont se déplacer, et la concomitance, en fait, de toutes ces petites ondes de crue qui vont ensuite tous se diriger en direction de la Seine dans les 2 à 3 jours. Donc, je pense qu'il faut être attentif, surtout que les pluies qui sont passées depuis hier soir ont vraiment concerné exactement le bassin de la Seine et la zone danger qui est déjà pris en tenaille entre à l'amont des cours d'eau qui sont en crue, à l'aval la Maine qui ne fait que 11 km de long, qui naît à Angers et qui vient pour s'épancher dans la Loire et qui ne peut pas, tout simplement parce que la Loire est déjà en crue. Donc cet effet bouchon, on l'a à différents niveaux. On l'a entre les affluents et le fleuve, et on l'a entre le fleuve aujourd'hui et l'océan, puisque avec ces coefficients de marée, en fait, il n'y a plus de possibilité de faire ressortir ces eaux. En tout cas, vous dites la Seine, pour l'instant, officiellement, la situation n'est pas dans le rouge. Certes, vous avez raison, mais le niveau de la Seine, les Parisiens le voient, elle est très élevé. La Seine est déjà très haut, et ces pluies qui sont arrivées derrière sont en train d'avoir des conséquences. On est sur des temps plus longs, on n'est pas sur les crues éclairs méditerranéennes, mais surtout les pluies qui arrivent au large du Finistère, elles sont présentent des cumuls, des intensités de précipitations que l'on n'avait pas vues depuis ces dernières semaines, qui sont bien plus élevées que ce que l'on a pu connaître. Merci Emma. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là aussi, les sols sont saturés d'eau. Hier soir, dans mon bulletin de 20h, je montrais l'humidité des sols sur la France, et
tout le monde est malheureusement au même niveau, c'est-à-dire sauf un petit peu l'extrême nord du pays. Sinon, les sols sont vraiment saturés au maximum sur quasiment tout le territoire. On va se rendre dans un autre département placé en vigilance rouge aux crues, c'est la Charente-Maritime. Vous êtes sur place, Brandon Noiret, avec Florian Paume. Alors hier, le maire de Saintes nous disait que dans sa ville, les niveaux d'eau atteignaient 6,40 mètres, 6,50 mètres, et lui, il avait jamais vu ça. Et vous, quelle est la situation où vous vous trouvez ? Bonjour Magali, bonjour Eric, c'est plus ou moins le même constat, 6,38 mètres exactement enregistré à midi. On estimait plutôt à la mi-journée aux alentours de 6,30 mètres, 6,35 mètres. Les estimations qui sont très négatives, les estimations basses, on parle plutôt de 6,40 mètres, 6,50 mètres en fin de journée. Alors ne vous fiez pas à ce beau temps, à ce soleil et un peu de vent ce matin, parce que les mauvaises précipitations seront de retour dans les prochaines heures et jusqu'à ce dimanche. Alors nous sommes quand même sur un tracteur, ça. Pour l'instant, il est à l'arrêt, mais sachez qu'il a été réquisitionné par la municipalité pour permettre à tous ses habitants de rejoindre l'un village et un autre, notamment la sous-préfecture de la Charente-Maritime, Saintes, qui situe à environ une dizaine de kilomètres. Et là, on attend pour l'instant le départ. Plusieurs habitants sont là. C'est votre cas, madame, bonjour. Bonjour. On se sent comment, là, dans un tracteur pour se déplacer? Ça n'arrive pas tous les jours. C'est un voyage insolite. Oui. C'est agréable. Oui. Dans ce contexte. Mais il n'y a pas le choix pour le déplacement. C'est uniquement avec le tracteur. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas le choix. Et on garde le sourire quand même. Il faut. Ça sert à quoi sinon? Nicolas, dites-moi, approchez-vous. Vous allez faire quoi? Pourquoi prendre ce tracteur aujourd'hui? C'est pour faire quelques courses, exactement, parce qu'on n'a que ce moyen-là pour sortir. Et voilà. Ou le bateau? Le bateau, mais on n'en a pas. Faut-il encore en avoir? Exactement. Donc on n'a que le tracteur. Donc déjà, c'est bien que la mairie de Concoury ait mis ça en place pour qu'on puisse se déplacer. Vous sentez cette solidarité? Ah oui, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de solidarité et tout, oui. Ça, oui. Vous êtes inquiet par les conditions météo qui vont s'empirer dans les prochaines heures? Oui, on s'inquiète parce que si l'eau continue à monter, on ne sait pas si le tracteur pourra continuer à passer. Donc voilà, on est plutôt inquiet, oui. Bon courage à vous, merci beaucoup, merci Eliane également. Sachez, Magali, Eric, que la municipalité se dit prête jusqu'à au moins ce week-end parce que la météo s'annonce très difficile dans les prochaines heures. Merci Brandon Noiret, Evelyne Delia. Quels sont, alors là, si on récapitule un petit peu, quels sont les habitants, les zones, les départements qui doivent aujourd'hui, cet après-midi, commencer à se mettre, les habitants qui doivent se mettre dans un état d'esprit un petit peu de vigilance aujourd'hui? Tout le nord-ouest où ces fortes pluies qui sont arrivées déjà demain sur la Bretagne sont en train de s'installer sur une bonne partie du nord-ouest. C'est-à-dire Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Voilà. Et d'ailleurs, Météo France a mis la Mayenne à partir de ce matin aussi en vigilance crue. Donc ce sont vraiment ces départements. Demain, c'est surtout au sud de la Loire, donc un bon quart sud-ouest du pays. Ce sera en atténuation sur le nord. Et puis, on espère une amélioration à partir du week-end, notamment dans les régions du sud, où ce devrait être un temps plus sec, à partir surtout... Alors, petite amélioration déjà vendredi, mais encore une perturbation qui va un peu traîner. Et surtout, vendredi, samedi, dimanche... samedi, dimanche, lundi, avec un temps sec et même ensoleillé dans les régions du sud. Alors, peut-être mardi, c'est encore un peu loin, l'arrivée à nouveau d'une perturbation, ça c'est à voir. Non, vous imaginez, les habitants, ils n'en voient pas le bout. Oui. C'est-à-dire on n'en voit pas le bout. Quand on voit là nos journalistes sur place, effectivement, on les voyait tous sous l'eau tout au long de la matinée. Puis là, il y a une éclaircie, ça ne dure pas. La pluie revient et c'est sans cesse comme ça depuis plus d'un mois. Après, il faut du temps. Imaginons qu'effectivement ce soit plus sec pendant 3 jours. Il faut du temps pour que les niveaux d'eau baissent. Oui, parce qu'on est sur des crues de grands fleuves, donc la propagation de l'onde de crue est très longue entre Bordeaux, par exemple, enfin plutôt entre Toulouse et Bordeaux. On met à peu près 2 à 5 jours pour pouvoir voir cette onde se propager. Elle est montée jusqu'à 10 mètres de hauteur. Il faut imaginer derrière l'emprise qu'a pu avoir cette crue. Mais par contre, elle va mettre du temps à pouvoir s'épancher et s'écouler, surtout que les hautes marées vont durer jusqu'à peu près dimanche. Donc il faut compter bien au moins une bonne semaine. Mais tout le problème, c'est où se situeront les prochaines pluies. Quels bassins elles vont concerner? Est-ce qu'elles vont concerner des bassins qui sont saturés en eau? Est-ce qu'elles vont concerner des zones qui actuellement ne sont pas touchées par les inondations? Mais on voit aussi que les inondations changent de forme ces dernières années. Et un chiffre pour moi qui est extrêmement important, c'est le fait que sur ces 5 dernières années, 50% des gens qui ont enregistré un sinistre inondation étaient en dehors de zones
zones inondables, ça veut dire quelque chose. Ça ne signifie pas qu'on fait mal notre travail pour cartographier le risque d'inondation. Ça veut dire que dans une atmosphère plus chaude, eh bien, la précipitation est plus intense et surtout qu'on a urbanisé, anthropisé nos territoires. On accueille plus l'eau aujourd'hui dans nos villes. Donc, en fait, le problème, c'est que ces gens qui ne sont pas considérés comme étant en zone inondable, eh bien, peuvent être aussi concernés par des 30-50 cm. Et 30-50 cm d'eau, ça veut dire que potentiellement une usine qui a 10 mètres de stock, eh bien, c'est complètement fichu. Donc, c'est vraiment des dommages potentiels en plus de ces zones-là qui, elles, sont complètement déjà reconnues comme étant des zones où on est dans le lit majeur du Juste, on va retrouver Guillaume Serrin, je crois, qui est sur place à Angers, c'est ça ? Ouais. On va le retrouver dans un instant, mais réexpliquez-moi, Evelyne Delia, pourquoi il y a ce phénomène, pourquoi on est dans ce tunnel, dans ce pipeline, nous, les Français, qui dure depuis plus de 30 jours. Plus de 30 jours. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement le mot que vous venez d'employer. C'est le mot tunnel. À savoir que c'est un rail, je dirais même, sur lequel les perturbations passent d'ouest en est, donc arrivent sur la France, bloquées par d'énormes anticyclones sur le Groenland et sur une partie de l'océan. Alors, on espère justement pour la fin de la semaine une petite poussée de l'anticyclone. Ça se voyait bien d'ailleurs sur un certain nombre d'éléments de Météo France. Mais sinon, donc, des rails depuis le mois de janvier, avec des pluies quasi incessantes, et de plus, ce que vous disiez, c'est-à-dire un phénomène qui fait que, avec le réchauffement climatique, les mers sont de plus en plus chaudes, la température de la mer est de plus en plus élevée, donc de plus en plus d'évaporation, et donc cela veut dire de plus en plus d'humidité dans l'atmosphère et des pluies de plus en plus fortes. On part à Angers, effectivement, le Maine-et-Loire toujours donc en vigilance rouge au cru. Guillaume Serrin, Juline Garnier, vous qui êtes sur place depuis ce matin, vous pouvez nous raconter cette évolution. Tout à l'heure, il y avait une petite éclaircie. On voit que ça commence à s'assombrir de nouveau. Quelle est la situation alors cet après-midi ? C'est exactement ça. Ça s'est un peu assombri. Il pleut toujours pas, mais ça devrait pas tarder très franchement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne fait que ça. Il pleut, ça s'arrête. Il pleut, ça s'arrête et ça continue, ainsi de suite. Et effectivement, ça ne donne pas beaucoup d'espoir aux habitants. Ce qui ne donne pas beaucoup d'espoir, c'est la situation que je me trouve. Parce que regardez, on ne sait pas trop si je me situe dans une rue d'Angers ou directement dans la Maine. Je pense très clairement que je suis dans la Maine parce que regardez, là, j'ai littéralement une étendue d'eau jusqu'à la rivière. Alors ça, cette situation, c'est le cas depuis quelques heures maintenant. Cette rue est inondée. C'est toujours dans ce même quartier du CHU d'Angers que ça se passe. C'est toujours la première zone qui est inondée parce que c'est celle qui est la plus basse et donc mécaniquement la plus fragile. C'est compliqué parce que dans cette zone, il y a, je vous le disais, un hôpital, il y a également un EHPAD, donc on surveille ça de très très près. La ville quand même a utilisé un plan, une modélisation 3D qu'elle possède maintenant depuis quelques années qui lui permet de savoir quasiment en temps réel et centimètre par centimètre où se trouve l'eau dans la ville sans même devoir se déplacer. C'est-à-dire qu'en fait, on a des projections qui nous disent en gros, si l'eau monte de 10 cm, voilà les quartiers qui seront impactés et voilà comment on va essayer d'aller prévenir les habitants. Des habitants qui, vous le voyez ici sur ces images de Juline Garnier, peuvent utiliser ces espèces de barges qui sont mises là, j'allais dire, un petit peu de fortune et qui peuvent permettre d'accéder à ces maisons qui sont là parce que ces maisons, elles se trouvent vraiment très très près de l'eau et mécaniquement, aujourd'hui, ce que vous voyez, ce sont des habitations dont le rez-de-chaussée est complètement inondé. Alors pour l'instant, il semblerait que la crue soit plutôt stabilisée aux alentours de 6 mètres, mais évidemment, l'eau continue d'arriver ici et surtout, elle a du mal à s'évacuer en aval dans la Loire, ce qui mécaniquement fait que le niveau continue de monter. On s'attend encore à une dizaine de centimètres en plus. Merci Guillaume Serrin, merci beaucoup. Merci Guillaume, effectivement. Et donc on se disait, on en parlait hier, ce ne sont plus du tout des aléas climatiques, ça arrive extrêmement fréquemment. Et donc on parlait hier des difficultés des communes à s'assurer. Mais Divine, il y a nous aussi particuliers, parce que Guillaume Serrin vient de parler de ces habitants dont le sous-sol est totalement inondé. Et là, il se passe quoi ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que par endroit, le prix des assurances habitation, il va exploser. Quand je vous dis exploser, on va par exemple passer de 400 € par an à 4 000 € par an pour une assurance habitation, notamment évidemment dans les endroits où les catastrophes naturelles sont fréquentes, mais pas que. C'est très important. D'ici 20 ans, si rien n'est fait, le prix des assurances pourrait flamber partout en France. Tout simplement parce que le nombre de catastrophes naturelles, il explose. En 2024, pour vous donner un ordre d'idée, les événements climatiques, les inondations, les sécheresses, ça a coûté plutôt aux assurances 5 milliards d'euros. Les experts, ils estiment que d'ici 2050, ça,
pourrait nous coûter 54 milliards d'euros pour réparer tous ces sinistres. Forcément, ce surcoût pour les assureurs, il va être répercuté sur les contrats des particuliers. C'est d'ailleurs déjà le cas puisque depuis le 1er janvier, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les Français payent une surprime pour faire face aux catastrophes naturelles. Ça s'appelle la CatNat. Alors, elle n'est pas nouvelle, cette prime, mais elle a augmenté au 1er janvier et on imagine qu'elle va continuer à augmenter chaque année. Aujourd'hui, ce chiffre, il est très important. 50 à 60% des sinistres sont dus à des événements climatiques. C'était à peine 10% au début. Vous êtes en train de dire 50 à 60% des sinistres. Des sinistres pour l'assurance habitation. C'est les inondations, c'est la sécheresse, c'est les tempêtes, c'est les rafales de vent. Énorme. C'est énorme. Et évidemment, ça, les assureurs ne l'avaient pas anticipé. D'où cette répercussion sur les tarifs des particuliers. En fait, si rien n'est fait, c'est ça qu'il faut comprendre, la situation, elle va empirer. C'est en fait tout notre modèle d'assurance qui pourrait s'effondrer parce que les compagnies, elles ne vont plus avoir les moyens d'assurer certains départements entiers. Certains départements pourraient devenir inassurables. Alors évidemment, si les assurances ne peuvent plus assurer les habitations, est-ce que ce sera à l'État de le faire ? Une chose est sûre, il va falloir prendre des mesures très fortes, notamment en termes de prévention. Pascal Perry, on est habitué de parler de ces réfugiés climatiques qui viennent en Europe depuis l'Afrique. Ça, on en parle depuis des années, donc l'idée s'est installée dans nos esprits. Il y a des gens qui quittent l'Afrique à cause de la sécheresse, mais pas que, et qui viennent en Europe pour des raisons climatiques. Très bien. Bon, est-ce qu'il va y avoir des déplacés climatiques français ? Des gens qui quittent un département, une zone au bord d'un fleuve et qui sont obligés d'aller ailleurs ? Alors, moi, j'ai une conviction sur ce sujet qui est que nous devons refaire la carte de France, une carte de l'habitabilité en France, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, puisque les phénomènes que vous évoquez ne sont pas simplement des phénomènes exceptionnels, ils sont récurrents, ils reviennent tous les ans, et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je me suis intéressé ces derniers jours à ce qu'on appelle les rivières atmosphériques. C'est ce que vous décriviez, ces flux qui arrivent. Alors on a modifié le climat du monde est modifié, ça modifie aussi les précipitations sur un certain nombre de régions. Il y a des épisodes de fortes pluies, des épisodes de forte sécheresse, Lévin l'évoquait. Vous avez une dizaine de millions de Français qui sont concernés par les zones argileuses. C'est une terre, une roche, si vous voulez, qui est friable, avec des conséquences sur l'habitat. Donc on doit s'habituer à vivre dans ce monde-là. Il y a deux options. La première, c'est on s'assure. Mais comme le dit Nivine, quand une assurance passe de 400 à 4000, vous avez beaucoup de gens qui choisiront de ne pas s'assurer, tout simplement, ou qui seront leur assureur en dernier recours, ou qui ne seront pas assurés du tout. Et puis vous avez des gens qui vivent dans des régions qui ne sont plus habitables. C'est un deuxième élément, qui ne sont plus habitables 365 jours par an, dans des conditions normales. On va dire les choses comme ça très très simplement. Vous évoquiez tout à l'heure les réfugiés climatiques. Oui, dans le Pas-de-Calais, à côté de ce fleuve côtier qui s'appelle l'Aa, il y a des quartiers entiers de villes ou de villages qui ont été inondés, qu'ils sont demeurés, qui le sont toujours d'ailleurs dans certains cas cette année, et dont les habitants sont partis. L'État les a payés. L'État a racheté, si vous voulez, le bâti et le foncier. Et alors, ça signifie que on passe de l'assurance à la solidarité nationale. Vous voyez, on n'est plus dans le même monde. Oui. Il y a un monde assurantiel et un monde solidaire. Mais si c'est l'État qui est responsable, l'État, il est également responsable de l'aménagement du territoire. Donc il va devoir redessiner le territoire français en se disant, ou en nous disant, non pas dans l'incitation, mais dans la contrainte. Ouais. Vous voyez ce que ça veut dire, hein. À tel ou tel endroit, on ne peut plus construire. Alors, vous voyez, je me rappelle la Tranche-sur-Mer, on expliquait aux gens qu'il fallait surtout pas construire au bord de l'eau parce qu'il y avait des risques de submersion. Les gens l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir les pieds dans l'eau, ils ont eu plus que les pieds dans l'eau. L'habitation a été inondée. Donc un jour, on dira, dans telle partie de la Loire-Atlantique, de la Nièvre, du Gers, de la Meurthe-et-Moselle, eh bien, on n'a plus le droit de construire. Plus de la Loire-Atlantique que de la Meurthe-et-Moselle, mais oui, vous n'avez pas tout à fait tort, effectivement. Il y a des régions qui sont des régions aujourd'hui inondables pour lesquelles il n'y a plus de risque. Parce que le risque, c'est quand il y a une occurrence positive ou négative. Oui. Quand il y a une certitude, c'est le contraire du risque. Pour moi, la certitude. Donc, ces régions-là ne seront plus habitables. On dédommage les gens, on leur dit, vous déménagez, vous revenez plus. Et
c'est la seule façon de faire si vous voulez les protéger. Et protéger les activités économiques. Pardon, je termine d'un mot parce que je voulais le dire aussi. Il y a 26 millions d'hectares de terres agricoles en France. Vous avez vu les images là. Ben ça aussi, il faut le refaire. Les chambres d'agriculture vont devoir retravailler sur une carte, sur une géographie des terres cultivables, notamment dans les régions côtières et dans les régions de bord de fleuves ou de rivières. Ça veut dire que là aussi, vous avez des agriculteurs qui vont perdre peut-être la moitié de leur capacité de production. Quand vous êtes attaqué au sujet météorologique, Evelyne Delia, vous n'auriez jamais imaginé qu'on en arrive à dire un jour l'État dira à des Français, n'allez pas vous installer là parce qu'il y a des problèmes météo. Alors, moi j'ai connu les tout premiers réfugiés climatiques, c'était il y a une vingtaine d'années, et figurez-vous, c'était les Inuits, parce que ils avaient construit leur maison sur ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire c'est de la glace, une terre gelée et qui ne dégèle jamais. Et ça a été les premiers réfugiés climatiques parce que avec le début de ce réchauffement climatique, eh bien le permafrost fondait et leur maison glissait. Ils ne pouvaient plus rester là où ils avaient vécu et c'était un drame pour eux parce qu'ils avaient toute leur vie, il y avait toute leur vie, leur économie et même leur tradition. Ce drame risque d'être par contamination et petit à petit, débarqué en Europe et en France. Voilà, on s'aperçoit de tout cela, de ces réfugiés maintenant. Merci beaucoup. C'est une logique sans fin. Le permafrost qui fond, c'est du méthane émis qui réchauffe l'atmosphère, qui conduit à une augmentation des précipitations, etc. Donc il faut l'arrêter. Merci. Et la prévention dont parlait Nivine paraît essentielle, effectivement. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Evelyne, d'être venue. Et Aziza, vous reviendrez à 13h30. Nous reviendrons sur ces inondations, ces crues et cette tempête qui s'approche donc dangereusement des côtes françaises avec ces vents et ces pluies torrentielles. Tout de suite, nous allons parler de Quentin, bien évidemment de l'affaire Quentin, ce jeune homme de 23 ans décédé samedi, et les répercussions, les ondes de choc qui sont très puissantes dans la vie politique, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le siège de la France Insoumise a été évacué, alerte à la bombe, et puis il y a eu 11 arrestations, 11 interpellations dans le cadre de cette affaire. Qui sont les personnes interpellées? On vous dit tout dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, je suis en compagnie de Magali Lunel. Rebonjour Magali. Bonjour. Nous avons Isabelle Saporta, Renaud Pila, nos éditorialistes qui vous agacent, mais qui sont tellement pertinents. Je reçois tellement de lettres en disant oui, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça. Mais ils vous adorent. Vous les agacez, mais les téléspectatrices et téléspectateurs vous adorent. On les salue, on les remercie. Tout comme Raphaël Maillochon. Bonjour Raphaël. Bonjour Eric. Spécialiste police-justice sur notre chaîne. Merci d'être avec nous. On va revenir bien sûr sur l'onde de choc provoquée dans la classe politique par la disparition, la mort de Quentin, 23 ans. D'abord, vous devez savoir qu'en fin de matinée, nous avons appris que le siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris, vous allez voir les images, a été évacué tout simplement parce qu'il y avait des menaces, probablement une alerte à la bombe qui a conduit les salariés, les permanents du siège à quitter ce siège. Voilà, c'était un des éléments constitutifs de cette onde de choc. Mais l'information principale de la journée et de la soirée d'hier, c'est les interpellations. Oui, l'enquête qui avance effectivement avec 2 nouvelles interpellations ce matin, ce qui fait que 11 personnes actuellement sont interrogées par la police à Lyon. Raphaël, vous allez nous donner évidemment des informations sur ces nouveaux interpellés, sur ce profil de ces personnes arrêtées qui sont actuellement interrogées par la police. Que sait-on ? Oui, 11 personnes, 11 suspects interpellés. Dans le détail, il y a 8 hommes, 3 femmes, 7 sont en garde à vue pour les faits criminels d'homicide volontaire. Sur ces 7-là, ce ne sont que des hommes. Il y a parmi ces 7 qui sont suspectés d'avoir porté les coups mortels à Quentin. Il y a l'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud. Ils sont suspectés d'avoir directement participé aux violences. 3 autres personnes sont présentées comme des accompagnateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont assuré une aide logistique, qui ont aidé certains suspects à prendre la fuite et à se soustraire à la police. Donc c'est tout ce groupe de 11 personnes constituées qui sont actuellement
entendus par les enquêteurs de la division de la criminalité territoriale. On a beaucoup parlé dans les jours qui ont précédé ces interpellations du rôle des militants de la Jeune Garde, ce mouvement qui est lié d'ailleurs à la France Insoumise, ce mouvement antifasciste. Est-ce que ça corrobore ces soupçons ou pas, ces interpellations? Oui, tout à fait, parce que parmi ces 11 personnes interpellées, actuellement entendues, 2, selon nos informations, sur les 11, 2 ont des fiches S. Les autres sont connus pour graviter à la fois dans la mouvance de l'ultra-gauche et également comme d'anciens membres de la Jeune Garde, donc ce mouvement créé par Raphaël Arnaud. Et comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux? Comment se sont passées toutes ces interpellations? Alors il y a eu un travail assez fin, notamment des enquêteurs donc de la division de la criminalité territoriale, également du renseignement territorial, qui a une connaissance qui suit les mouvances à la fois de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Et les enquêteurs se sont fondés sur énormément de choses. D'abord, la vidéoprotection de la ville de Lyon, les caméras, également des témoins, les téléphones portables plutôt des témoins qui ont capté ces scènes de bagarre et les scènes qui concernent Quentin, et également tous les témoignages de ceux qui étaient présents à côté sur ces 3 temps lors de ce jeudi 12 février, d'abord devant l'Institut d'études politiques de Lyon, puis dans la rue où Quentin a eu ses coups, et enfin sur les bords de la Saône. Donc ils sont tous lyonnais? Tous ont été interpellés à Lyon ou... Non, ils ont été interpellés, il y a eu un coup de filet. Pour la petite anecdote qui a commencé hier en fin d'après-midi, des coups de filet qui se sont déroulés dans des départements que je vais vous lister, dans le Rhône, dans l'Isère, dans la Drôme, dans l'Aisne et dans la Haute-Loire. Donc vous voyez par exemple dans l'Aisne, c'est sur la commune selon nos informations de Soissons. Donc entre Lyon et Soissons, il y a plusieurs centaines de kilomètres. Donc pour cela, les enquêteurs ont pu compter sur leurs collègues locaux pour aller interpeller bien au-delà de la région lyonnaise. Ça veut dire que certains avaient souhaité fuir, enfin se soustraire à une possible interpellation? Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le lot des 11 personnes, il y en a 3 qui sont présentés comme des facilitateurs, des accompagnateurs sont les vocabulaires qu'on utilise, parce que ils ont facilité la fuite, par exemple en voiture, trouvé un hébergement ou autre. Donc effectivement, ces personnes-là se savaient recherchées, mais ont tenté pendant quelques jours de prendre la fuite. On va regarder plein écran les nouvelles images, Raphaël Maillochon, qui sont apparues, dont nous disposons depuis hier soir. Ces nouvelles images, elles montrent qu'il y a clairement 2 groupes. C'est ça. Un groupe en noir qu'on suspecte, qu'on pense être le groupe de l'extrême droite. C'est ça. Et un groupe plutôt en kaki, dont on pense que les membres sont plutôt ceux de l'extrême gauche. Voilà. Oui, c'est un affrontement, effectivement, selon nos informations, Eric, tout à fait, ceux qui sont habillés de noir au fond de l'image. On découvre, ce sont effectivement les personnes suspectées d'être de la mouvance de l'ultra-droite, et les personnes en kaki, beige ou vert, selon les couleurs, effectivement plutôt de l'ultra-gauche. Cette scène, elle a été versée au dossier de l'enquête, enfin en tout cas cette vidéo-là, et elle a pu permettre d'identifier énormément de personnes qui avaient les mêmes tenues vestimentaires. On le sait, dans ce cadre d'enquête-là, ça sert énormément les enquêteurs pour pouvoir ensuite remonter certaines identités. Et on voit également sur ces images qu'il y a des personnes d'un côté comme de l'autre qui ont ce que la justice qualifie d'armes par destination. Des bâtons, des béquilles. On ne le voit pas assez parce que la qualité de la vidéo n'est pas assez fine, mais on peut imaginer des gants coquets par exemple, mais on voit, et ça a été retenu dans la qualification pénale du procureur de la République de Lyon, il y a ces armes par destination. On le voit, la personne qui avait ce qui ressemble à un bâton ou une béquille pour aller frapper ses adversaires. Donc ça donne un contexte. Tout à fait, ouais. Alors beaucoup de réactions politiques, là on est sur les interpellations, mais alors sur le plan politique c'est un tsunami absolument dingue. Est-ce qu'avant de passer aux réactions politiques, on peut juste faire un petit point là-dessus? Ça veut dire qu'en gros en France, dans toute la France, il y a 5000 personnes, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui nous mettent dans ce climat infernal de guerre factieuse en fait. Il y a eu, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, 50% d'augmentation des affrontements entre les ligues d'extrême droite et les ligues d'extrême gauche la dernière année. Donc on est tous pris en étau politiquement en fait par ces ligues factieuses qui se tapent dessus de plus en plus violemment et de plus en plus souvent. Oui, Arnaud. Oui, je suis entièrement d'accord avec Isabelle. On est à un point de bascule. On est à un point de bascule et la démocratie française ne peut plus supporter ces violences politiques parce que, et on va en parler, le risque, c'est que le pays soit plongé dans un engrenage, un cycle de violences politiques, comme l'ont connu à un moment donné l'Allemagne, comme l'ont connu
l'Italie. On le voit avec la mort tragique, le meurtre tragique de Quentin. On le voit ce matin, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'alerte à la bombe au siège de la France Insoumise. On a des élus qui sont menacés. On a des militants où on appelle à la vengeance. Et l'on voit là quelque chose qui est coutumier à Lyon, coutumier dans certaines villes, avec une bagarre, des gens qui sont là et qui connaissent le lieu, les uns et les autres, ultra-gauche et ultra-droite, pour s'affronter. Mais Renaud. Et là, je trouve cet argument, en tout cas, c'est cette affirmation scandaleuse depuis hier. Certains disent, vous voyez bien, il y avait une rixe, il y avait une bagarre. Comme si on devait, finalement, si ce n'est minimiser le lynchage à terre d'un gamin de 23 ans. Non, il y a des rixes et effectivement, ça a toujours existé. En revanche, lyncher et donner un dernier coup de pied d'un homme à terre qui ne bouge plus, c'est pour ça qu'il y a homicide volontaire. C'est un point de bascule. Renaud. Il faut dire stop. Renaud Pilat. Ouais. J'ai entendu sur d'autres chaînes, j'ai lu des gens qui parlaient de l'instauration d'un climat de guerre civile en France. Je suis pas d'accord du tout avec cette forme. Mais vous dites bon, on a franchi un cap. Oui. Peut-on vraiment tirer de cela, de cette tragédie, une généralité? Est-ce que ce qui se passe à Lyon est symbolique de ce qui pourrait se passer en France? Moi, personnellement, je dis non, je pense pas. Alors, en même temps, je suis pas un observateur comme Raphaël Maillochon. J'ai pas les gens du ministère de l'Intérieur, j'ai pas les retours des préfets, mais j'ai pas l'impression que ces affrontements, parfois mortels, entre bandes rivales d'extrême gauche et d'extrême droite à Lyon, soient symptomatiques de ce qui se passe à Bordeaux, à Pau, à Lille, à Brest, à Nantes, à Paris, à Strasbourg, à Marseille. S'il y a 50% d'augmentation, s'il y a 50% d'augmentation des rixes entre extrême droite et extrême gauche, c'est quand même que les chiffres le disent. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on est 70 millions de Français, et en fait, on est pris en otage, j'aime pas ce terme, enfin, on est pris en étau par 5000 abrutis. Violent en fait. Voilà. Donc là où vous avez raison, c'est que moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment au fond 5000 abrutis violents, mal intentionnés, voulant jouer les bouts de feu, peuvent donner le là de la politique française. Ça c'est vrai que ça c'est pas possible en fait. Ouais. Faut quand même rappeler, je me permets de le faire parce que lundi j'ai récité un petit peu un thème de la chanson Mourir pour des idées, d'accord, mais de Morlante, de Georges Brassens. Georges Brassens, qui en 72 avait été très critiqué pour avoir écrit cette chanson, parce que beaucoup de gens lui disaient, mais mourir pour des idées, et en 40, mourir pour des idées. Eh bien, Darmanin a cité hier à l'Assemblée. Il a cité quoi? Il a cité Brassens. La même chanson que vous. Ah, la même chanson? Mais bien sûr. Ah bon, la Morlante, donc. Ça se trouve, ils vont mais ce que je veux dire, c'est que mourir pour des idées dans la France occupée de 1940, oui. Mourir pour des idées dans l'Iran occupé par les mollahs de 2026, oui. Mourir pour des idées dans une dictature, quelle qu'elle soit, oui, c'est concevable, au nom de la liberté. Mais mourir pour des idées en France, où à chaque premier tour des présidentielles, il y a une quinzaine de sensibilités différentes qui sont représentées. 3 ou 4 au passage d'extrême droite, 5 ou 6 d'extrême gauche, entre les trotskistes, le nouveau parti anticapitaliste, la Ligue communiste révolutionnaire, Lutte ouvrière, etc., le Parti communiste français. Il y a toutes les tendances du centre, et 3 ou 4 partis de centre. Je veux dire, toutes les tendances de la vie politique sont représentées. Mourir pour des idées en France en 2026 est un non-sens. Un non-sens. Et vous avez raison de dire que c'est absurde. Et une phrase, il faut en finir avec la bouillie des mots, avec le relativisme des mots en français. Il faut en finir avec la dénomination des groupes antifascistes. C'est terminé. Il n'y a pas un risque fasciste en France. Il n'y a pas de fascisme en France. Le fascisme, c'est un terme qui était lié au mussolinisme, à l'Italie de Mussolini. Il n'y a pas de risque de fascisme. Ce sont des groupuscules d'ultra-gauche. Oui, il ne faut plus parler de groupuscules antifascistes. Il n'y a pas de risque fasciste. Commencer par avoir une définition des mots, c'est recouvrer la démocratie. Alors, il y a des répercussions politiques extrêmement précises, puisque les filles est pointée du doigt par plusieurs partis politiques, par le gouvernement. On l'a vu d'ailleurs dans les séances de questions au gouvernement hier après-midi à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est devenu un parti infréquentable? En tout cas, la présidente de l'Assemblée nationale, ce matin sur TF1, était très en colère. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon a fait huer Raphaël Glucksmann, m'a fait huer hier soir, alors que
les responsables politiques, et c'est ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale hier, doivent appeler au calme, doivent appeler à l'apaisement, doivent appeler à la non-violence. Que la France insoumise le soir même, Jean-Luc Mélenchon, en meeting, fait huer la présidente de l'Assemblée nationale. Mais dans quel monde on vit ? Vous le jugez responsable de ce climat ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne prononce pas des mots d'apaisement. Et ça, c'est grave. Parce que dans les rues, ce sont nos jeunes. Moi, je suis maman, je suis mère de famille, j'ai des enfants de 25 ans. Les jeunes, ils sont politisés, ils s'intéressent à la vie politique de leur pays. Mais il ne faut pas les inciter à aller dans la rue, se castagner avec d'autres jeunes. Vous lui demandez quoi ? Alors ça, c'est intéressant. Elle marque un point, Yaël Braun-Pivet. Je suis pas un grand fan de Yaël Braun-Pivet en général, mais je trouve que dans cette crise, elle est assez pertinente. Bon, c'est vrai. Ça, c'était gratos. Mais oui, parce que Yaël Braun-Pivet, en général, je trouve que elle égrène le registre des banalités et je m'ennuie beaucoup avec elle. Voilà. Bon, voilà, c'est un autre débat. Mais il se trouve que là, elle a été bonne, voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il avait quoi comme choix politique ? Il avait le désaveu. Et il a choisi surtout pas le désaveu, il a choisi au contraire de dire ils mènent le même combat que nous, ces gens-là, ils parlent de la jeune garde, je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur méthode, mais ils font partie de notre sphère de lutte contre l'extrême droite, etc. Donc c'est la position de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'il est très allant, il est très dynamique. Hier soir, regardez ça s'appelle la fuite en avant. Hier, il y a eu un moment assez lyrique que vous avez tous vu de Sébastien Lecornu, le président de l'Assemblée nationale, qui a dit, s'adressant à Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, il faut que vous fassiez le ménage dans vos propos, dans vos rangs, etc. Bon, eh bien, Mélenchon, il attaque, il contre-attaque là-dessus. Hier, en meeting, écoutez-le. Nous n'acceptons pas les leçons que nous donne Monsieur le Premier ministre qui visiblement a pété un câble cet après-midi aux questions d'actualité. Il dit à 3 reprises « Faites le ménage » à Mathilde Panot. Eh bien, Mathilde Panot n'est pas la personne qui fait le ménage chez les Insoumis. Elle est la présidente du groupe parlementaire dont nous sommes fiers. Voilà, c'est un peu ce dont parlait Yaël Braun-Pivet, le fait qu'il n'éteint pas l'incendie, bien au contraire, il l'attise, même si dans le même temps, on va être tout à fait factuel et juste. Pendant son meeting hier, il a appelé Jean-Luc Mélenchon au calme et au sang-froid. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de surenchère et il a rappelé qu'en politique, tous les coups n'étaient pas permis et qu'il n'était absolument pas d'accord avec la méthode employée par la jeune garde, pas d'accord du tout avec ce qui s'était passé la semaine dernière. On n'est pas contre la peine de mort, on l'est encore moins évidemment quand ça se passe dans la rue. Oui, enfin, il a quand même redit les liens presque viscéraux qui le liaient à la jeune garde. Donc, la grande affection, dit-il. Il l'a dit, il l'a redit. Il a parlé de déshonneur par rapport à cet acte d'assassinat, en fait, de Quentin. Et pas, il a pas dit il faut qu'il finisse en prison, etc. Donc, c'est vraiment très, très limite ce qu'il a fait. Mais ce qui est très étonnant, vous remarquerez, c'est que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, c'est intéressant aussi qu'il ait dit Madame Panot n'est pas celle qui fait le ménage, l'air de dire que sous-entendre peut-être que d'abord que Sébastien Lecornu serait sexiste, mais surtout ça veut dire qui fait le ménage, c'est lui. C'est-à-dire que qui tuera, ne tuera pas, excommuniera, n'excommuniera pas, c'est lui. Et ce sera toujours lui. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que lui reste sur cette ligne dure, alors que Rima Hassan, par laquelle malgré tout est arrivé, puisque c'était suite à cette conférence qu'elle a donnée à Lyon, qui a eu ces deux groupes antagonistes. Et à chaque fois qu'elle fait une conférence, c'est pas qu'à Lyon. À chaque fois qu'elle fait une conférence quelque part, il y a ce type de, c'est souvent beaucoup plus soft, mais enfin il y a ce genre de. En tout cas, Rima Hassan, très habilement, a largué les amarres avec la jeune garde. Elle a dit que la jeune garde, elle avait rien à faire autour d'eux, qu'elle avait même appelé Raphaël Arnaud à plusieurs reprises en lui disant qu'elle était très gênée, etc., etc. Donc, au fond, on se retrouve avec le mouvement insoumis qui s'est uni derrière elle pour être vraiment derrière elle, qui est lâché en race campagne par Rima Hassan. Écoutez, j'ai hâte de voir la suite, mais je pense que c'est quand même la fin de Mélenchon. Vous croyez ça, vous ? Ben je ne vois pas comment on tient là. Je pense qu'il n'y aura plus de deuxième tour de Mélenchon. Je pense que c'est la fin de Mélenchon. Je pense que si vous voulez, il y a eu, on va les entendre, tous les politiques, tels François Hollande, l'ancien président de la République, qui a dit il n'ira pas au deuxième tour. Nous n'avons plus rien à faire avec lui, ni au municipal, ni à la présidentielle. Bon, c'est la fin de Mélenchon. Renaud Pilat. Il a choisi la fuite en avant, Jean-Luc Mélenchon. Il a choisi la technique trotskiste bien connue de la citadelle assiégée. Et lorsqu'il y a une tempête, une crise aussi grave, on serre les rangs, on défend tout le monde, quels que soient les agissements des uns et des autres et les paroles des uns et des autres, et la contre-attaque. La contre-attaque
par tous les moyens. Manuel Bompard également ce matin dit, en répondant à Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, c'est un gouvernement illégitime. Un gouvernement illégitime. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, soutient la jeune garde, continue à appeler à la résistance. Pourquoi ? Parce que sa stratégie, c'est de, et il l'avait dit, bordéliser. Enfin, il n'avait pas dit ça. Le bruit et la fureur, c'est quoi ? C'est aller semer le désordre dans le pays jusqu'à la présidentielle pour que les Français soient dans un étau polarisé et aient un choix entre LFI et Bardella. Et si Bardella arrivait au pouvoir, ils disent on sera l'opposition. On sera l'opposition. Bien, mesdames, messieurs, dans un instant, est-ce que vous avez une idée de ce que coûtent les déplacements professionnels payés par l'État des agents publics, des fonctionnaires en France ? Eh bien, je vais vous donner ce montant. C'est 1,4 milliard chaque année à peu près, juste les déplacements professionnels des fonctionnaires. Et l'État veut faire le nettoyage dans tout cela. À tout de suite. Mesdames, messieurs, connaissez-vous le montant total des salaires des fonctionnaires en France ? Les 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la santé et les collectivités. Eh bien, c'est 245 milliards d'euros chaque année. C'est l'enveloppe globale des salaires. Je ne porte pas de jugement de valeur, c'est factuel ça. Maintenant, Pascal Perry, Isabelle Saporta, Renaud Pilat, il y a une petite polémique aujourd'hui puisque le ministère de la fonction publique demande à l'inspection générale des finances de faire en sorte que les déplacements des fonctionnaires, c'est encore autre chose, c'est les déplacements professionnels. Je peux me permettre, c'est pas une polémique en fait. C'est juste le gouvernement qui se penche sur ces déplacements des fonctionnaires pour essayer de voir s'il n'y a pas des économies à faire. Oui. Pour le moment, il n'y a pas de polémique, c'est juste le gouvernement qui s'y attelle. 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros par an. Voilà le chiffre. Puisqu'on est dans les chiffres, ce que vous dites, Eric, c'est hors cotisation sociale, hors retraite. Oui. On est d'accord, Oui. Voilà. Les 245 milliards, avec les cotisations sociales plus les retraites, c'est beaucoup plus. Vous voudriez qu'on les paye pas, nos fonctionnaires ? Vous êtes bien tous les deux. Non mais déjà, vous voulez pas qu'ils voyagent, si en plus vous voulez pas les payer, vous voulez qu'ils nous payent pour avoir... Qu'est-ce qu'on fait de ce milliard 4 de déplacements ? Mais faux débat. Mais c'est ridiculement bas, 1,4 milliard. Attendez, vous comparez ça à une entreprise privée qui aurait, je sais pas, une masse salariale de 50 millions d'euros. Vous faites le ratio entre la masse salariale et puis le volume des déplacements, vous allez voir que c'est très supérieur. En fait, ce 1,4 milliard comparé aux 245 milliards d'euros de masse salariale hors cotisation sociale, hors retraite, c'est rien. C'est très peu. Je suis pas d'accord du tout. C'est votre droit. Mais je vous laisse finir. Non, c'est votre droit. C'est rare. Oui. Mais on donne les chiffres là. Vous avez 100 euros pour une nuitée. Oui, alors 140 pour une nuitée parisienne. Mais essayez donc de me trouver, sauf à aller dans un Formule 1 à Orly, essayez donc de me trouver un hôtel à 140 euros ou un dîner à 20 euros. Non, qui est peut-être trop de missions, trop de déplacements parfaitement inutiles. C'est une chose, mais c'est pas le cœur du sujet. On détourne les projecteurs des vrais sujets là, Eric. Le vrai sujet, c'est faire des économies des vrais, pas sur des broutilles de ce genre-là. Et puis alors, là, c'est le hochet qu'on a dit. Vous m'avez retourné. Team Perry. Moi aussi, vous m'avez retourné. Mais quoi, ceux de la police ? Ceux de l'armée, par exemple, ça fait partie des déplacements. Non, mais si vous voulez, la maison est en feu, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de charpente, et on est là en train de dire la peinture sur les plaintes, là, la peinture sur les plaintes, c'est pas terrible. Est brûlé. J'aimerais entendre les arguties de Renaud Pilat, qui n'est pas d'accord avec Pascal Perry. Pourquoi Renaud ? Donc, je le rappelle, en France, chaque année, 1,4 milliard, c'est le coût que paie l'État pour les déplacements professionnels des fonctionnaires. Alors déjà, je vais vous donner une coulisse. C'est la décision, il y a 1 mois et demi, de Sébastien Lecornu, qui, discrètement, pour éviter les mouvements sociaux et pour éviter trop de réactions, et je trouve ça très malin, discrètement a demandé à tous les ministères de regarder sans réforme. Il n'a pas de majorité. Voilà, il n'a pas de majorité. Regardez quoi ? Voir où on peut faire les économies. Voir où on peut faire des économies de 50 millions à 1,4 milliard, à 2 milliards. La chasse au gaspillage à l'euro près. Et Sébastien Lecornu, lors d'un, comme on dit, un off avec des journalistes, avait dit « c'est mon combat jusqu'en 2027 ». 1,4 milliard, ça me semble vertigineux.
Vertigineux. Ah bah non. C'est très faible. Et la comparaison, non mais la comparaison. 5 600 000 fonctionnaires en France, 1,4 milliard, faites le rapport, nom d'un chien. C'est rien. La comparaison, selon moi, avec les groupes privés ne tient pas. Parce que les groupes privés, s'ils font moins de résultats nets, c'est pour les actionnaires. Tant pis pour les actionnaires. Là, c'est notre argent. C'est l'argent des Français les plus pauvres, hein, ils paient la TVA. C'est l'argent des retraités, c'est l'argent des jeunes actifs. Donc les groupes privés, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. En revanche, l'État doit économiser 1 euro. Je regrette. Par exemple, dans l'administration, dans la justice, on a vu souvent des hôtels à 140 euros. Des personnes qui sont à Paris. Laissez-moi juste finir. On voit des personnes qui sont extraites de la prison pour aller être auditionnées par un juge pour la 12e fois. Bon, eh bien, on n'arrête pas de dire, mais y compris pour le volet sécurité, faites des visios. Depuis le Covid, on a appris à faire des visios. Voilà. Eh bien, dans l'administration pénitentiaire ou au ministère de la Justice, souvent, on fait pas de visio. On continue c'est comme pas à la justice que je ferai des économies. Hein. Non, mais je parle de ça. Mais le contact avec le détenu, tous les juges disent que c'est important. Oui. Non, mais c'est juste quand même. Là, il y a un moment, vous seriez le même là, ici présent, en train de dire que c'est honteux, que les fonctionnaires sont coupés du terrain, qui ne vont pas sur le terrain, qui ne se rendent pas compte des choses. Donc en fait, on leur les fonctionnaires, en fait, c'est le bouc émissaire idéal. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils ont tort. Et comme le dit Monsieur Perry, ici présent, le grand Monsieur Perry, ici présent, c'est que dalle, 1,4 milliard. Moi, je vais vous dire ce que ça me dit, là. Moi, vous m'avez perdu, Renaud. Ouais. Aujourd'hui, je comprends plus mon pile. Il nous reste un peu plus d'1 an, là, encore, avec ce chaos, là. Vous savez ce qui va se passer, là? Pendant un peu plus d'1 an, on va, en fait, discuter l'argamanu des rognures d'ongles. Donc, bon, bah, écoutez, allons-y, partons pour 1 an de parler de rognures d'ongles. Parce que les indemnités, de rien du tout. Les indemnités de mission, c'est dérisoire pour un fonctionnaire quand il part sur le terrain. Il a le droit pour son repas 15 à 20 euros maximum le repas. Il ne faut pas qu'il dépasse, sinon il n'est pas remboursé. La nuit, 90 euros la nuit. S'il est dans une grande ville, 120 euros. Et s'il doit loger à Paris, 140 euros. Mais vous croyez que dans le privé, on a droit, vous croyez que dans le privé, on a droit à 50 euros pour un repas? On n'a pas le droit à 15. Enfin, vous rigolez. C'est plus 20 euros, mais bien sûr que si. Mais il a raison, Bien sûr que si. 20 euros. Sauf pour les patrons. Mais 20 euros, on déjeune pas évidemment au centre de Paris. Mais lorsqu'on est en province, et moi j'assume, il ne faut pas dire la province. Moi je suis provincial. J'adore dire la province. On dit en région, c'est quoi, c'est politiquement correct? En province. Il y a des petits bistrots et des cafés extraordinaires où vous avez des menus à 16, 17, 18 euros. Non mais enfin, vous vivez dans quel monde? Renaud, vous vivez au Ritz? Vous détournez le sujet. Vous détournez le sujet. Non. Attendez, les fonctionnaires. Non, vous adorez pas les fonctionnaires. Mais bien sûr que si. Vous voulez qu'ils jeûnent et qu'ils bougent plus. Mais pas du tout. Ne dites pas que vous les adorez, les fonctionnaires. Il faut les augmenter, mais réduire les frais de déplacement. Et dernière chose, vous pensez que si Sébastien Lecornu demande au ministère de la fonction publique de regarder, parce qu'on va checker, hein, si dans 6 mois, un an, c'est pas fait, on va regarder. Là, je vous cède 1 centimètre. Non, mais. On va regarder si c'est fait. Si il demande, j'imagine que Matignon a une petite idée. Ouais. Non. Cela dit, Pascal Perry a raison sur un point. Il faut pas nous prendre pour des jambons. C'est la démagogie. Il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est les doublons et les triplons. C'est pas le sujet. Évidemment, on réexamine le rôle de la fonction publique. On réexamine le rôle de l'État, le périmètre de l'État, qu'on réduise la part de la fonction publique dans les régions, les départements, les communes, etc. C'est ça le véritable sujet. C'est pas d'aller gratter 3 ou 4 euros sur un ticket repas d'un fonctionnaire. Renaud, il voudra, peut-être que dans une prochaine émission, il va nous suggérer que les fonctionnaires paieront eux-mêmes, dans leur caisse personnelle, leur déplacement. Ce que vous avez dit, c'est un sujet de présidentiel. Lecornu, il n'a pas de majorité, il a mis 6 mois à faire voter un budget et vous appelez à des grandes réformes. Honnêtement, je vous reconnais pas aujourd'hui. Mesdames, le grand Perry. Je reconnais pas mon Perry. Mesdames, messieurs, sur le pré, duel ce soir à 19h. Il n'y aura pas de caméra, vous le verrez pas. Entre Pascal Perry et Renaud Pilat. Pelouse devant. Regardez ces images, c'est l'hélicoptère TF1 LCI qui survole les zones inondées. Je ne sais pas si on a les images en direct. Oui, voilà, vous allez voir, ces images sont absolument folles, voilà, saisissantes. Nous allons dans une poignée de secondes rester avec nous, retrouver nos équipes dans toutes ces zones sinistrées de l'ouest de la France. Ce n'est plus seulement le sud-ouest, c'est l'ouest désormais. Le Maine-et-Loire est extrêmement touché, pas seulement les Deux-Sèvres, beaucoup de départements de l'ouest. Et surtout, ça va devenir encore plus terrible parce qu'il y a un épisode qui commence dans l'après-midi, dans la nuit,
toute la journée de demain avec des crues, avec des niveaux d'eau qui vont augmenter encore davantage. Restez avec nous, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, déploiement hors norme pour LCI. Nos équipes sont un peu partout en France pour assister à un phénomène tout à fait inouï. Regardez, ça c'est l'hélicoptère LCI TF1 qui est au-dessus des terroirs de France. Alors vous voyez, alors là c'est inouï. Vous allez voir aujourd'hui en direct des champs verts. Il y en a pas beaucoup, mais là il est sur une zone, notre hélicoptère, qui est moins inondé que ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il est là et que tout au long de cette émission, il nous montrera des parties de la France qui sont touchées. Nos journalistes sont sur place également. Vous savez que on vient de statistiques que l'agence France Presse nous confirme. 35 jours de pluie consécutive dans certains départements de France. 35 jours, vous avez bien entendu, de pluie consécutive dans certains départements de France. C'est du jamais vu depuis 1959. Et 1959, c'est il y a longtemps, puisque je suis né en 1964. J'ai un certain âge et par voie de conséquence... C'est quoi, 65 ans? Ouais. Bon, c'était il y a longtemps. Mesdames, Messieurs, bon, d'abord beaucoup d'images, puisque je vous dis que nos équipes sont déployées et que si nos équipes sont déployées, elles nous remontent des témoignages, des reportages, pardon, j'ai dit des remorquages quand même. Oui. Il y a aussi des remorquages. Oui, je pense qu'il y a aussi des remorquages, oui. Ouais. Des paysages totalement bouleversés, vous l'imaginez bien, avec encore une fois 4 départements en vigilance rouge aux crues. Aujourd'hui, on fait le point avec Ignacio Bornassin. Plus la crue s'étend, plus l'eau monte et plus nos paysages deviennent méconnaissables. Nous survolons ici Gaujac dans le Lot-et-Garonne, où la moitié du village est inondée. L'entrée du bourg, que l'on voit ici avant la crue, est désormais noyée par 50 cm d'eau. La départementale qui permet l'accès au village, elle, a totalement disparu. Tous ici ont dû s'adapter pour continuer à mener leur vie malgré la crue. Chaque matin désormais, Sandrine, infirmière, est obligée de faire sa tournée en barque. Des personnes qui se sont retrouvées isolées ont toujours besoin d'elle. La plupart de nos patients ont été évacués et certains ne veulent pas être évacués, restent dans leur maison. Donc certains sont seuls, d'autres sont entourés de leur famille. Donc on est obligé d'aller prodiguer les soins. Au milieu des champs inondés et des vignes noyées. Attention au verger. Des habitants transportés en bateau, seul moyen pour eux de rejoindre le village. Il faut réussir à se frayer un chemin dans toute cette eau. Oubliez les parkings. Ici, chaque bout de terre devient un port de fortune. Les patients de Sandrine sont ceux qui ont choisi de rester chez eux. Une seule question dans la tête de ces secouristes. Combien de temps avant la décrue ? Ils annoncent une remontée des eaux aujourd'hui, en fin d'après-midi. Et je pense qu'on est encore là pour quelques jours. Oui. Sur cette animation satellite mise à jour ce matin, on constate l'étendue des zones inondées, où l'eau stagnera encore pendant plusieurs jours. À Couture-sur-Garonne, où ce tracteur abandonné témoigne de la fuite des habitants surpris par la crue, les pompiers accompagnent Claudine, 82 ans. C'est la première fois qu'elle peut revenir chez elle, seulement pour constater les dégâts. Si, c'est dur, mais bon, il faut y arriver, il faut surmonter. Mais c'est vrai que rien qu'à penser à ça, j'en dors plus, quoi. L'attente de la décrue va sembler interminable pour Claudine et pour tous les sinistrés victimes de ces inondations exceptionnelles. On a un reportage d'Ignacio Bornassin. C'est vrai qu'on a souvent le sourire dans cette émission. On a le droit de continuer à sourire, les amis, mais il faut vraiment penser à celles et ceux qui, eux, ne peuvent pas sourire aujourd'hui. Parce que franchement, dans l'ouest de la France, 65 jours c'est 35 jours de pluie sans discontinuer dans certains départements. C'est fou ce que vivent les Français qui sont encore, pour certains d'entre eux, sans électricité depuis des jours et des jours. Psychologiquement, c'est extrêmement dur. Psychologiquement, très très dur. Claire Delorme est avec nous. Elle nous a rejoint. Bonjour Claire, qui nous donnera des informations météo. Isabelle Saporta et Renaud Pilat sont là. Et l'hydrologue Emma Aziza est avec nous. Merci à vous d'être
ce plateau. Et on va repartir sur le terrain, retrouver Guillaume Sérin et Juline Garnier à Angers, les pieds dans l'eau toujours. Vous êtes donc depuis ce matin, Guillaume, dans cette ville placée en vigilance rouge, comme tout le département avec cette alerte aux crues. C'est une alerte maximale. On le voyait, les pieds dans l'eau, ça monte même bien plus haut. Quelle est la situation alors ? Ah oui, les pieds dans l'eau et même un peu plus, hein. Ça arrive jusqu'aux cuisses et je pourrais encore aller plus bas parce que là, ici, figurez-vous que nous sommes dans un jardin. Ça paraît pas comme ça. On a l'impression d'être complètement dans la rivière Maine, ce qui est concrètement le cas puisque l'eau va jusqu'ici. Ici, en fait, figurez-vous que je vais sortir de l'eau parce que la pression autour des jambes est assez forte et surtout, on sent en plus le froid de l'eau qui est assez saisissant. Alors, je me remets quand même sur l'unique terrasse qui est au milieu de toute cette eau. C'est la terrasse de Marc et de Marilyn qui habitent ici depuis quelques années maintenant, je crois. Marc, là, vous avez, j'allais dire, quelque part un peu de chance parce que vous avez ce petit îlot là qui vous permet d'être au sec pour l'instant, mais vous êtes entouré d'eau de partout. Est-ce que ça vous fait craindre quand même des prochains jours un peu difficiles ? Non, il faut rester serein. Il faut rester serein. De toute façon, la nature est belle et dangereuse à la fois. Et on a fait ce qu'il fallait faire. On s'est protégé comme on a pu se protéger. On a monté nos affaires, évidemment. Et puis voilà, c'est tout. Alors Marc, je vous laisse passer devant moi parce que vous allez nous montrer votre cave. Alors c'est pas une cave, c'est un atelier que vous avez qui est attenant à la maison. Et alors pour le coup, jusque là, ici, on est au sec, heureusement, à l'intérieur aussi. On va le voir dans un instant. Ce qui est bien, c'est que cette espèce d'atelier, vous saviez très bien qu'il allait forcément prendre un peu l'eau. Allez-y, rentrez. Donc on l'a vidé Vous l'avez vidé, mais en fait, ça c'est assez fréquent parce que vous le dites, sans qu'on arrive à ce niveau-là chaque année, l'eau monte inexorablement et vous êtes près d'un cours d'eau. D'ailleurs, une habitante qui est juste dans votre rue nous disait avant ça, on sait qu'on habite ici, donc on sait qu'il faudra forcément se préparer à ce que les inondations soient fréquentes et assez conséquentes. On va laisser Juline arriver jusqu'à cet endroit qui est de très problématique au sol. Malgré tout, ça arrive au grenier, ça arrive fréquemment. Oui, ça arrive fréquemment. Non, c'est la première fois. Nous sommes là depuis 8 ans, mais ça arrive. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans le passé, surtout en 95 et puis en 2000 déjà. Voilà. Et ça ne vous a jamais motivé à partir, malgré tout, vous tenez à rester ici, le fait que ces épisodes se multiplient, qu'ils soient plus intenses ? Oui, on préfère rester là parce que d'abord, le paysage est magnifique, notre environnement est magnifique, on a des associations d'entraide, on est habitué à ce genre d'inondation. Et donc par conséquent, non, on n'envisage pas de partir. Nous verrons bien quand nous aurons 90 ans. Oui, on envisagera peut-être un déplacement, mais en tous les cas, pour l'instant, ici, c'est très agréable, même s'il y a ce petit incident très ponctuel. Voilà. En tout cas, ce qui est incertain encore aujourd'hui, c'est jusqu'où le niveau va arriver, parce que c'est vrai que là, on est aux alentours de 6 mètres, on le disait tout à l'heure, 6 mètres, ça pourrait être atteint largement, c'est-à-dire qu'on pourrait aller jusqu'à 6 mètres 10, 6 mètres 20 dans les prochaines heures, et là, à ce moment-là, en effet, ça pourrait être un peu compliqué pour votre maison, mais il faut vraiment pas que ça aille au-delà, parce que là, il y a beaucoup d'habitations qui pourraient être concernées et endommagées. Merci Guillaume Sérin. Claire Delorme, Guillaume Sérin là, il est dans la région de Angers, département du Maine-et-Loire. On a beaucoup parlé là du sud-ouest pendant des semaines et des semaines, mais là on va parler de l'ouest, de l'espace ligérien, de la Loire. Il avait un petit parapluie au début de son plateau en situation là. Donc il est en train de pleuvoir. Vous voyez l'esprit de déduction du grand journaliste que je suis. Donc ça veut dire qu'il est en train de pleuvoir. Il va continuer à pleuvoir dans la région d'Angers. Ça veut dire que ces niveaux qui sont élevés, ça va encore augmenter ? Eh bien, c'est extrêmement bien résumé. En effet, le pire, si je puis dire, est à craindre dans les heures à venir. Donc là, on a la tempête Pedro, donc qui va arriver, qui commence à se mettre en place sur le littoral atlantique et qui, en plus d'apporter du vent, va à nouveau apporter des pluies très copieuses. Pour vous faire une idée, en l'espace de 24 heures, ça sera de l'ordre de 2 à 3 semaines de pluie. Donc des quantités absolument diluviennes qui vont à nouveau... Attendez. Vous êtes en train de me dire que là, à Angers, à partir de maintenant, on oublie ce qu'il y a avant, à partir de maintenant, va se rajouter à ce qu'il y a déjà, l'équivalent de 3 semaines de pluie. Oui, alors c'est sur un large quart nord-ouest, ça sera évidemment réparti, mais en effet, il faudra s'attendre à nouveau à des pluies abondantes, particulièrement au niveau des Pays de la Loire, mais aussi de la Bretagne. Nous avons le Morbihan et le Finistère qui sont en vigilance orange, en plus
des crues, en pluie, inondation. Donc vraiment une situation que nous allons surveiller heure par heure. Et donc en effet, cette tempête, elle va balayer la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc comme je vous le disais, restez chez vous. Voilà. Donc la plus grande prudence, encore une fois, qu'est-ce que ça peut donner, cette précipitation extrêmement forte sur ces sols-là, sur ces sols qui sont totalement inondés, ces maisons qui sont inondées? On va continuer d'en parler, on continue d'aller sur le terrain. Un autre département qui est en vigilance rouge, au cru, la Charente-Maritime, Brandon Warrette, Florian Paume, vous êtes vous donc à Saintes. Le maire de la ville était en direct hier avec nous et nous parlait de cette eau qui ne cessait de monter. On le voit que c'est encore des rues qui sont totalement inondées avec vous là. Effectivement, Magali, en regardant cette rue, on se dit quand même que Saintes s'est transformée en Venise, plus un canal qu'une rue. J'ai sorti mon mètre à ruban parce que on le dit souvent, les images parlent d'elles-mêmes, les chiffres aussi, notamment sur LCI. On va regarder justement à 13h30. C'est 60 cm. Nous étions tout à l'heure avec le ministre de la Transition écologique dans ces rues. Il était en train de déambuler avec un bateau et on était plutôt à 45-50 cm. C'est vrai qu'il ne faut pas se fier à ce soleil qui tape depuis tout à l'heure. La pluie s'est arrêtée, mais l'eau continue de monter. Alors, vous voyez ces madriers en bois. On fait très attention dessus parce que c'est assez sensible, mais ils sont retirés depuis tout à l'heure par les sauveteurs aquatiques et les agents municipaux derrière nous parce que l'eau monte tellement que ça devient une insécurité pour les nombreux habitants. Beaucoup ont décidé de quitter les lieux, certains sont restés. J'ai vu une dame tout à l'heure à la fenêtre, on va essayer de voir si elle est présente. Une réfractaire, elle ne voulait surtout pas quitter. Madame, bonjour, vous êtes en direct chez Éric Brunet et Magali Lunel sur LCI. Vous avez le sourire quand on constate ces images impressionnantes. C'est impressionnant parce que ça monte et je voudrais bien que ça monte pas trop parce que pour l'instant c'est la cave et le jardin très impactés, mais si la eau monte de trop, je l'ai sur mon parquet. On a calculé, on a mesuré Florian Paume à l'instant, 60 cm exactement, ça a monté beaucoup par rapport à ce matin. Oui, parce que ce matin on nous a rajouté des parpaings parce que les parpaings étaient touchés l'eau. Maintenant, vous voyez, il y a un parpaing en plus, donc moi je peux sortir. Mais il y a des endroits où on peut pas sortir, j'ai des amis en face. Leur maison étant plus basse, ils sont inondés. Et vous décidez de rester là parce que certains habitants ont été évacués. 900 foyers inondés au total. Vous restez à la maison. Ma maison est assez haute parce que c'est une construction ancienne. Donc voilà, à l'époque, il y avait certainement aussi des inondations, mais ça a été fait pour. Donc là, pour l'instant, ça va, mais il faut pas que ça... Si je vois, j'ai débranché tout le circuit électrique de la cave pour ne pas qu'en fait, je me retrouve sans rien. Il reste encore quelques centimètres avant que ça monte, L'eau de la cave et entre l'eau de la cave et le plafond de la cave. Merci beaucoup, madame. On vous souhaite surtout du bon courage pour les prochaines heures. Elle s'annonce sans doute difficile. La pire crue depuis 40 ans, la troisième depuis 2021 dans cette ville de 25 000 habitants. Et de nouvelles précipitations sont attendues en fin d'après-midi. Brandon, c'est Éric Brunet. Dites-moi, Brandon, gardez la dame à côté de vous parce qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit les anciens construisaient en hauteur dans les rues ces petites maisons bourgeoises là de centre-ville parce que eux savaient. Non mais c'est quand même absolument fou. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de déplacés climatiques en France, de Français qui vont devoir quitter leur région, mais les anciens savaient qu'il fallait construire ces maisons dans les rues de façon un peu surélevée parce qu'il y avait des risques d'inondation. C'est quand même assez fou. C'est bien ça qu'elle nous a dit, cette dame, cette réfractaire. Exactement, Éric Brunet vous pose une question très intéressante à l'instant. Vous êtes là donc depuis de nombreuses années, oui. Et donc alors, il nous dit que les anciens, certaines personnes construisaient un peu en hauteur parce qu'ils avaient anticipé certaines crues. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des crues. Et en plus, on est sur sur le lit de la Charente qui passait par en dessous. Il paraît qu'il y avait un viaduc, je sais pas quoi. Donc, en vue des crues, ils ont construit un peu plus haut, ce qui nous permet, moi, de rester chez moi. La marge de sécurité n'est pas non plus énorme. Non, parce que je vois qu'en face, ça y est, ils ont de l'eau. Moi, j'en ai pas encore. Donc, je prie le ciel pour que ça n'arrive pas. J'ai à peu près 35-40 cm de possible pour que si ça monte de 40 cm, faut pas que ça aille au-delà. Oui, puis on a calculé avec Florian Paume, justement, avant ce direct sur LCI, la Charente était à 6,37 m. Les estimations basses, c'était plutôt 6,40 m. Là, on va peut-être passer au-dessus dans les prochaines heures avec donc de nouvelles précipitations.
Merci Brandon Warrett, merci. Soyez quand même prudents, même si tout a l'air assez calme, soyez quand même prudents dans cet environnement hostile qui est celui d'une crue et d'une inondation. Vous voyez en même temps en direct sur ces images notre l'hélicoptère d'LCI et TF1 qui survole la région. Voilà, là il est dans quel coin? Dans le Maine-et-Loire, dans le département du Maine-et-Loire, la région d'Angers, donc à quelques centaines de kilomètres au nord de Saintes où vous étiez à l'instant, Brandon Warrett, où c'est pas mieux. Merci aux anciens d'avoir pensé à relever les maisons. Hein. Ouais, merci aux anciens. C'est incroyable. Ça veut dire que Emma Aziza, on a oublié certaines choses. On a mis de côté dans nos constructions ce qu'était la nature finalement. Oui, et d'ailleurs, on a beau réapprendre, on réoublie très rapidement. Dans les Cévennes, on avait tendance à dire que lorsque le père se faisait inonder, le fils reconstruisait toujours plus haut pour apprendre finalement de ces catastrophes. Ah ça c'est intéressant, c'est une vérité, comment dire, proverbiale cévénole. Locale. Locale. Lorsque le père était inondé, le fils construisait plus haut. Exactement. Ouais. Et donc c'est vraiment une culture du risque qui était ancrée sur les territoires. On avait aussi des populations qui étaient beaucoup plus au fait derrière de la manière dont réagissait leur territoire. Aujourd'hui, on a beaucoup de migration de population, je ne vais pas faire le schéma des Parisiens qui arrivent dans le sud sur la Méditerranée, mais c'est tout de même souvent le cas. C'est-à-dire qu'on a un petit cours d'eau bucolique, on va avoir derrière un cours d'eau qui en plus est intermittent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau et qui peut monter jusqu'à 5 mètres de hauteur. Aujourd'hui, on n'intègre plus cette question. Donc il y a de grands programmes de culture du risque. On est obligé de les mener, mais on se rend compte que ça tient au maximum 5 ans dans une ville. Au bout de 5 ans, on oublie une inondation et on reconstruit, on repense le risque différemment. Mais dans des territoires, Claire, on le voit, il y a des territoires sur lesquels on a construit, on n'aurait pas dû construire. Mais j'ai un exemple très concret, le sud-ouest en général et particulièrement les Landes. Initialement, vraiment, mais à la base de la base, c'était quoi? C'était des marécages, c'était des territoires très sablonneux. Et donc c'est ensuite Napoléon III qui, en 1857, a décidé d'assécher justement les sols en ayant des plantations artificielles de pins. Donc aujourd'hui, on s'interroge aussi sur les choix des générations, de nos générations précédentes. Et donc, force est de constater qu'aujourd'hui, à plusieurs années, décennies, pourquoi pas même siècles, on commence à en faire les frais et à en voir les premières conséquences. Claire Delorme, vous avez le micro, ne le lâchez pas. Je pense à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui sont les pieds dans l'eau, ou qui ont peur d'avoir les pieds dans l'eau dans l'après-midi, parce qu'il y a des endroits de France où les choses vont s'aggraver. Donc Claire Delorme, gardez le micro et adressez-vous à tous ces Français de l'Ouest, d'ailleurs, qui partent pratiquement de la Normandie jusqu'au Pays Basque, la façade atlantique, mais aussi les départements de l'intérieur, Lot-et-Garonne, Gers, etc. Et puis jusqu'au Maine-et-Loire, jusqu'à la Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? La chose risque de s'aggraver dans la journée. Ça va s'aggraver à partir de l'après-midi, même dès maintenant, surtout pour le Morbihan et pour le Finistère où les premières pluies commencent à arriver. Je rappelle qu'on a la tempête Pedro qui va se mettre en place dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc associé à ces pluies bien copieuses, nous aurons également de fortes rafales de vent qui déjà avoisinent les 90 km/h sur le littoral atlantique et qui vont s'accentuer jusqu'à 120 km/h demain dans tout le secteur de la Tramontane. Ça sera l'Aude qui sera particulièrement touchée, mais également le Languedoc. Donc vous l'aurez compris, ces 48 prochaines heures seront encore très pluvieuses. Donc j'ignore quel conseil je peux vous donner. Vigilance. Alors évidemment la vigilance, mais aussi un petit conseil pour les vacanciers. C'est les vacances de février. On a beaucoup d'amis vacanciers qui sont en montagne. Là en ce moment on a des cumuls de neige qui sont très abondants avec un risque d'avalanche élevé. Donc c'est certainement pas le moment de faire du hors-piste. Donc si vraiment vous voulez sortir, vraiment restez attelés à un domaine skiable bien ouvert pour limiter les risques. Vous avez raison, 2 zones actuellement sont en vacances et la zone de Paris va commencer les siennes vendredi soir. Donc il faut appeler à la plus grande prudence dans ce contexte de tempête, dans ce contexte de crue et de ce contexte de risque d'avalanche extrêmement élevé sur les massifs. Il y a un moyen de locomotion qu'on voit depuis plusieurs jours, depuis le début de cet épisode. Le sous-marin, non? Et vous avez presque ça reste dans l'eau, effectivement. Ce sont les barques, les déplacements en barque se multiplient, bien évidemment, vous avez compris, au vu de nos images aériennes. On fait le point avec ce reportage de Maude Monnier. On va sortir de sifflet et après on suit le monsieur en haut. Ouais. Ces habitants passent leur journée à naviguer sur les rivières en crue. Ici, nous sommes au-dessus des champs et des routes.
Là, c'est la route qu'on emprunte. Je ne sais pas si. Non, je peux même pas toucher la route, donc il y a au moins ça. Ouais, c'est ça, à 80, je pense, 2 mètres. Pour se repérer, il suit ces balises installées récemment par la mairie et ces poteaux presque submergés. Les mairies ont tracé des chemins, mais c'est vrai que là, ils commencent à monter, ça commence à passer au-dessus des poteaux. Donc après, maintenant, on sait à peu près où passer, mais c'est vrai que si ça monte plus, ça va être un peu plus problématique. Normalement, Jérôme est directeur technique d'un théâtre. Aujourd'hui, il est passeur pour aider les gens du village des Lombardières à se déplacer. Car ici, chaque maison est encerclée par les eaux. C'est un port improvisé juste à côté de chez vous. Bah ouais, c'est presque organisé pour. Hein. Vous avez vu, c'est l'autoroute. On suit les rues, mais en bateau. Ce matin, avec d'autres, il relève un poids de 180 kilos. Même notre équipe a prêté main forte. Puis il est l'heure de repartir en barque. Là, on va aider, donc on va à côté de chez mes parents, il y a une voisine qui est assez âgée et on va relever son frigo et sa machine à laver qu'elle peut pas soulever. Et à Bébar, ils sont pas mal pris aussi, donc on va les dépanner, quoi. Pour rejoindre un village voisin, plusieurs obstacles. D'abord, il faut passer par ce bosquet, puis traverser la Loire complètement déchaînée. Ces habitants doivent maîtriser la navigation avant de faire toutes ces manœuvres. Non, malgré tout, ça reste la Loire, hein, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un tronc caché. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir 2 bateaux un petit peu à distance, à une 50aine de mètres, qui ne rencontrent pas les mêmes problèmes finalement. Le niveau de la Loire est exceptionnellement haut aujourd'hui et ne cesse de surprendre ses habitants résilients et très solidaires. Emma Aziza, hydrologue. Bon, très bien. Des gens nous regardent. C'est bien de leur dire le changement climatique, il faudrait faire ça pour que dans un siècle ce soit mieux, d'accord. Mais là, maintenant, quand on est dans l'urgence, quand on se dit que le niveau va monter et que sa maison, là, dans les heures qui viennent, risque d'être envahie par les eaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? Alors, il y a 2 choses. Déjà, il va falloir protéger sa maison. Aujourd'hui, il existe des solutions. Alors, vous montriez tout à l'heure une rue avec 60 cm de hauteur d'eau. C'est en général la limite à laquelle on a ces sortes de protection qui se positionnent sur les portes. On appelle ça des bâtards d'eau qui empêchent l'eau de pénétrer. On va rajouter aussi un autre élément. Ah oui, ça s'achète où, ça? Alors, il y a plein aujourd'hui de personnes qui sont habilitées à vendre ce type de solution. Mais surtout, c'est financé par l'État à hauteur de 80 à 100%. Il n'y a pas que cette solution à mettre en place, mais c'est sûr que dans ces rues qui sont totalement inondées, il faut absolument que toutes ces personnes mettent ces protections à l'échelle de tous leurs ouvrants. Et puis surtout, il y a plein d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle les clapets anti-retour qui évitent le refoulement de l'eau parce que souvent les gens se font inonder par les sanitaires. On le sait moins, mais en fait l'eau elle vient remonter dans les caves, mais elle remonte aussi par les tuyauteries. Donc tout ça c'est aujourd'hui financé, accompagné. Donc bien sûr que ça doit être pensé avant, c'est financé avant, mais par contre maintenant il faut au moins le mettre. Et si on l'a pas, il faut effectivement passer à des sacs de sable lorsqu'on n'a pas ces solutions. En tous les cas, faire en sorte d'éviter à l'eau de pénétrer, ça c'est pour le bâtiment. Et puis ensuite, il faut aussi essayer de se protéger en termes de comportement directement parce que il y a des risques d'hydrocution, il y a énormément de comportements à tenir, savoir jusqu'où l'eau peut monter, c'est aussi extrêmement important. Donc tout ça, c'est en général réfléchi en avant, mais c'est là qu'on voit d'ailleurs la résilience des territoires. On a vu à Saintes des images très paisibles avec une eau quasiment stagnante dans les rues et on a envie de se dire bon, j'ai envie de mettre des grandes bottes et patauger là-dedans, quoi. Je pas pardon de côté ludique, c'est un peu déplacé, mais voilà. Et puis il y a des endroits où il y a des flux, des courants qui sont super dangereux et qui peuvent être mortels. Un exemple dans la Loire, pardonnez-moi, parce que c'est l'une des informations de la journée, c'est quand même un homme qui est porté disparu dans le Maine-et-Loire parce qu'il avait pris un canoë avec 2 de ses amis sur le fleuve la Loire. L'embarcation s'est retournée, 2 de ses amis ont pu être secourus et lui malheureusement est toujours porté disparu. L'accident date d'hier soir, donc le procureur de la République est extrêmement sceptique. On a 3 types d'inondations en France. On a les crues éclairs qui, elles, sont particulièrement meurtrières. C'est un cours d'eau à 20 cm de hauteur qui monte à 10 mètres de hauteur en l'espace de 4 heures. Ça, c'est ce qu'on a sur toute la Méditerranée et c'est là où il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup d'enjeux humains. Sur les crues de grands fleuves, en général, on a une cinétique assez lente qui fait qu'on a beaucoup moins de victimes aujourd'hui. Sur la Garonne, on a eu, dans les grandes crues historiques, jusqu'à 400 victimes
par crue parce que les gens étaient piégés, personne ne savait, personne ne suivait en temps réel. Aujourd'hui, on sait exactement comment cette onde de crue se propage et on essaye au maximum d'évacuer ces populations. Donc il y a tout de même un accompagnement qui est bien meilleur. Et puis après, on a les inondations par remontée de nappe où là, c'est des semaines et des semaines où l'eau ne réussit plus à s'échapper. Et donc là, c'est les fondations profondes qui vont être touchées. Donc c'est plutôt un enjeu matériel et financier. Donc là, en l'occurrence, sur les crues de grands fleuves, on a des zones dans lesquelles effectivement l'eau est particulièrement stagnante, mais on reste sur une logique de fleuve. Et à chaque fois que vous allez avoir des pluies supplémentaires, vous allez rajouter des débits, donc nécessairement des formes de tourbillons qui vont être particulièrement piégeants. Donc il faut faire attention, ce sont des eaux boueuses. Personne ne tient dans ces eaux l'espace de quelques minutes, tout simplement parce qu'elles sont lourdes. Elles sont remplies de matière en suspension, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ce drame. Donc il y a moins d'enjeux humains. On voit qu'on a là, on recense quelques victimes depuis le début de ces semaines d'inondations, mais par contre derrière, c'est un territoire qui est épidermique, j'ai envie de dire, et qui risque de réagir à chaque instant. Et juste un élément, dans l'histoire de la France, toutes les grandes inondations qui ont généré des catastrophes exceptionnelles arrivent souvent après une première crue. C'est-à-dire que d'abord, on a un premier événement marqué, majeur, qui sature les territoires, et ce sont les nouvelles pluies qui arrivent qui risquent d'avoir des effets bien pires. Donc d'abord, premier événement, je gorge tout, les sols, et c'est le deuxième événement qui vient s'ajouter à celui-là qui est... Exactement. Isabelle. Isabelle, non, mais moi je trouvais très intéressant ce que vous disiez. Vous êtes intéressante, Isabelle, à double titre, puisque vous êtes une remarquable éditorialiste, bien meilleure que Renaud Pilat. Ça, c'est pas vrai. Mais plus sérieusement, mais parce que vous avez une problématique écolo depuis des années et des années. Vous regardez cet événement, j'imagine, à travers ce prisme. On oublie que vous êtes une écolo imprégnée d'écologie, parce qu'on débat souvent de sujets sociétaux qui dépassent largement l'écologie. Mais en fait, vous regardez cet événement avec ce prisme-là aussi, un peu quand même. Mais je pense qu'il faudrait qu'on le regarde tous avec ce prisme-là. Hein. C'est-à-dire que toutes ces questions qu'on doit se poser, Magali rappelait hier et aujourd'hui non-stop qu'on a construit à peu près 17 millions de Français qui sont sur des zones inondables. Enfin, tout ça est complètement ahurissant. Cette dame qu'on a vue là, à laquelle s'adressait Brandon, qui dit « Moi, je suis dans une maison ancienne, je suis un petit peu plus haut. » Donc, c'est vraiment tout ce que vous rappeliez, Emma Aziza, c'est-à-dire tout ce qu'on a oublié, en fait. On a oublié qu'il fallait pas imperméabiliser tout le territoire. On a fait du bitume partout. On a été les rois du bitume en France. Donc ça, c'est une catastrophe. On a fichu en l'air toutes les haies et c'est tout ce qui stoppe, en fait, quand il y a des écoulements de terre. Donc tout ça, en fait, on le paye aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, moi, que je vois des événements comme ça, je me dis, je pense aux Français qui nous regardent, je dis, ne votez pas climato-sceptique. C'est le moment de réfléchir à qui vous votez, parce que là, malgré tout, voilà, le dérèglement climatique, c'est tout ça. Effectivement, merci. Peut-être le changement climatique a souvent bon dos, parce que derrière, on dit, regardez, le changement climatique, c'est ça. Non, ça, ce sont des crues de grands fleuves qu'on connaît depuis la nuit des temps. Ils changent de forme. On voit qu'on a un supplément de pluviométrie dans une atmosphère plus chaude, mais en tous les cas, derrière... Donc c'est le dérèglement climatique quand même. Oui, le dérèglement climatique, il vient sur un territoire qui est déjà vulnérable parce qu'on l'a urbanisé, anthropisé et qu'on a oublié le risque. On va rester extrêmement prudent, on a bien compris, parce que demain, la situation pourrait être encore plus dramatique avec la tempête que vous nous annonciez, Claire. Merci beaucoup. L'autre grande actualité du jour, c'est évidemment les suites du drame qui s'est déroulé à Lyon avec la mort de Quentin Derenc. Vous le savez, ce jeune militant identitaire de 23 ans qui a succombé à un lâchage épouvantable. Il y a des conséquences politiques qui ne cessent. Il y a l'enquête qui progresse avec 2 nouvelles interpellations ce matin, ce qui fait que 11 personnes sont actuellement entendues par la police à Lyon. Léa Merlier. Les 11 suspects en garde à vue dans plusieurs commissariats de Lyon sont interrogés en ce moment par les enquêteurs. Qui a porté les coups à Quentin Derenc? Quel est le rôle de chacun? Ils cherchent à déterminer les responsabilités. Les interpellations ont eu lieu hier après-midi et ce matin dans la Drôme, l'Aisne, l'Isère, la Haute-Loire et le Rhône. Les suspects étaient surveillés depuis plusieurs jours par les forces de l'ordre, notamment via leur téléphonie. 8 hommes et 3 femmes ont été arrêtés. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. 7 sont soupçonnés d'être présents sur les lieux et directement impliqués dans le lynchage de Quentin Derenc. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, ici à gauche, assistant parlementaire du député de la France Insoumise Raphaël Arnaud et ancien membre du groupe antifasciste La Jeune Garde.
Par la voix de son avocat, il nie toute implication. Sans attendre la fin de l'enquête, Raphaël Arnaud annonce prendre des dispositions. Nous avons engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat. 2 des suspects sont fichés S, 10 sont des militants de l'ultra-gauche ou d'anciens membres de la Jeune Garde, groupe antifasciste fondé par le député en 2018 et dissous cet été. Certains politiques appellent à la démission de Raphaël Arnaud. Quand un député a un collaborateur qui lui-même est partie prenante, nous verrons à quel niveau du lynchage, que sur le plan personnel même, il en tire les conséquences. L'honneur, la décence, le respect à l'égard de la famille de ce jeune militant nationaliste incomberait à M. Arnaud de quitter ses fonctions. De son côté, la France Insoumise fait bloc et le soutient. Est-ce que la justice a à ce jour mis en cause Raphaël Arnaud ? Non. Il n'y a absolument aucun motif pour qu'il démissionne. Signe de la tension ambiante, le siège de la France Insoumise a été évacué ce matin à la suite d'une alerte à la bombe. Raphaël Maillochon est avec nous du service police-justice d'LCI TF1. Raphaël, avez-vous des nouvelles informations? Ce reportage a été fabriqué, il est tout frais, mais je sais que vous êtes en contact régulier avec les enquêteurs. Oui, au total, donc 11 personnes maintenant, on le sait. Selon nos informations, sur les 11 personnes, il y en a 2 qui ont des fiches S, et les autres gravitent, selon nos informations, dans la sphère à la fois de l'ultra-gauche ou alors étaient des membres de la Jeune Garde. On l'a entendu dans le sujet, dissous par décret gouvernemental à l'été 2025. Selon nos informations, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud figure parmi les 5 premiers interpellés par la police. Il est, lui, suspecté sur le volet de l'affaire criminel ouvert, je le rappelle, pour homicide volontaire. Il est donc suspecté, comme 6 autres personnes, d'avoir participé directement au coup mortel porté à Quentin. Maintenant, l'enquête va devoir déterminer, si cela est possible, quel coup et qui a porté le premier coup qui a été fatal par la suite sur la personne de Quentin, parce qu'on le sait, il a été frappé jeudi soir et il est décédé à l'hôpital samedi à 12h30. Donc vous nous dites, j'essaie de reformuler parce que tout ça est très important, on va en parler politiquement, il va y avoir la fameuse onde de choc. Donc l'attaché parlementaire de ce député cofondateur de la Jeune Garde est suspecté par les forces de police d'avoir été parmi ceux qui ont porté les coups. Oui, au total ils sont 7, que des hommes. 11 interpellés, mais 7 à être suspectés d'avoir participé aux violences qui ont conduit au décès. On le rappelle, la qualification d'homicide volontaire, eh bien, ça vient balayer toute intention de frapper pour faire mal, tout accident. Ceux qui ont frappaient pour tuer, et donc parmi les 7, il y a l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Les policiers ont joué fin parce que ça a été dit, les personnes qui sont aujourd'hui les suspects, les 11 suspects, parmi eux, un certain nombre d'entre eux avaient pris la poudre d'escampette, avaient quitté Lyon et étaient allés s'installer au Vert dans la perspective de possibles arrestations. Bien sûr, sur les 11, donc 7 sur le volet criminel et 3 sont présentés comme des facilitateurs, des accompagnateurs, des personnes qui ont pu aider les suspects à prendre la fuite, parce que dans ce dossier-là, personne ne s'est rendu dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie. Ce sont les policiers qui sont venus directement les interpeller. Et donc, il y a 3 personnes qui sont suspectées d'avoir fourni, par exemple, des logements, un téléphone portable, une voiture, que sais-je. L'enquête débute depuis la semaine dernière, mais en tout cas, ces interpellations, ces premières heures de garde à vue sont décisives pour savoir qui a fait quoi. Oui, parce que si je fuis dans d'autres départements, ça aggrave mon cas, en gros. Oui, aussi, et puis ça montre en tout cas que vous n'étiez pas du tout à disposition de la justice, et on l'a vu avec la carte dans le sujet que nous avons diffusé, la carte des interpellations. Il y en a partout en France, je vais vous les redonner pêle-mêle. Le Rhône, l'Isère, la Drôme, on est là pas très loin de Lyon, avec la Haute-Loire également, mais dans l'Aisne, sur la commune de Soissons. Donc, vous voyez, on a une énorme diagonale entre Lyon, là où les faits criminels se sont commis, et l'interpellation dans le nord de la France, dans le département de l'Aisne. Merci Raphaël, vous êtes là en contact. Heureusement, vous avez vos 14 téléphones devant vous et vous êtes en lien, je sais, avec les enquêteurs. Donc, s'il y a des éléments nouveaux, vous nous interrompez, bien évidemment. Avant de passer au volet politique, est-ce que vous vouliez réagir sur le volet enquête criminelle? Moi, je trouve que si les données avancées par Raphaël se concrétisent et qu'effectivement, cet attaché parlementaire de Raphaël Arnaud est impliqué
très clairement dans la mise à mort de Quentin. Vous vous rendez compte, rétrospectivement, quand on réécoute, au fond, le discours de Mélenchon hier, qui disait que quand le Premier ministre Sébastien Lecornu lui disait de faire le ménage dans ses troupes, il avait pété un câble, je cite Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait pété un câble. Écoutez, je pense qu'effectivement, le Premier ministre n'avait pas pété un câble, et qu'il avait raison de dire à Jean-Luc Mélenchon de faire le ménage dans ses troupes. Et rétrospectivement, je pense qu'il aurait dû mesurer un petit peu ce qu'il disait, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il s'est laissé emporter par sa colère. On va écouter, Renaud Pilat voulait parler on va parler du volet politique plutôt. Allez-y. Juste un mot à tous ceux, et il y en avait qui trouvaient que l'enquête était longue et qu'il y avait beaucoup de temps avant les arrestations. Au contraire, moi je parle sous contrôle de Raphaël, on doit saluer le professionnalisme et la rigueur des enquêteurs qui, un coup de filet en un temps record, avec une affaire extrêmement complexe, sous la pression médiatique. Vous enquêtez sous cette pression médiatique et politique. Renaud Pilat, vous qui êtes un fin connaisseur de la chose politique, connaissez-vous Catherine Jaouen, parce qu'elle est en ligne avec nous. Vous savez qui est Catherine Jaouen ? Oui, c'était l'adversaire de Raphaël Arnaud, le député LFI à Avignon, aux législatives. Voilà, tout à fait. Elle est avocate. 2024, effectivement. Catherine Jaouen, en direct avec nous. Merci de répondre à nos questions, parce que malheureusement, ce drame a pris des tournures politiques avec la France Insoumise, qui est donc pointée du doigt par plusieurs formations, par le gouvernement également. Est-ce que l'information selon laquelle l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, qui a été donc votre adversaire dans ces législatives anticipées, qui vous a battu pendant ces législatives, est-ce que cette information comme quoi cet assistant parlementaire fait partie des hommes qui actuellement sont en train d'être interrogés par la police à Lyon, vous fait dire qu'il faut que ce député-là soit maintenant exclu par la France Insoumise? Bonjour, merci de me recevoir. Déjà, oui, bien sûr, Raphaël Arnaud devrait tirer personnellement les conséquences des actes qui se sont passés, qui ont entraîné la mort de Quentin. Et faut pas oublier qu'il est fondateur de la Jeune Garde et qu'à ce titre, il est bien évidemment responsable, en tout cas moralement. Certainement pas sur les faits, puisque visiblement il n'était pas présent. Personne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a initié ce type de comportement en créant ce mouvement. Alors justement, sur cette photo, alors que vous nous parlez, Catherine Jaouen, je rappelle, vous êtes avocate, il y a donc ce député, Raphaël Arnaud, avec son écharpe tricolore, et ce fameux assistant parlementaire. Les questions qu'on a envie de vous poser, c'est vous, dans une campagne, c'est dur une campagne, c'est éprouvant une campagne électorale localement, c'est âpre, il y a parfois des coups bas, il y a parfois des couleurs d'affiches qui s'affrontent, enfin... Bon, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier sur la façon dont vos adversaires ont mené cette campagne? Alors, la campagne s'est déroulée dans la violence, il n'y a pas d'autre mot. Je ne parle pas de violence physique à mon égard. Effectivement, il y a eu des altercations avec les gens qui collaient. Mais en revanche, l'ambiance était d'une violence inouïe. Ils ont débarqué sur Avignon à plus de 150 et ils envahissaient les rues en hurlant et en envahissant l'espace. Je sortais de chez moi le matin, je connais ma ville par cœur parce que je suis avignonnaise et je sentais la violence dans l'air. En plus, il y avait le festival qui se passait à ce moment-là, donc il y avait aussi beaucoup de monde dans les rues. Donc c'était vraiment, de la violence, il n'y a pas d'autre mot. Contrairement à ce qui s'était passé dans vos précédentes campagnes. Contrairement à ce qui s'était passé pendant vos précédentes campagnes, vous n'aviez jamais connu ça. Alors, j'étais suppléante de Joris Ebrard, le maire du Pontet, et c'est lorsqu'il a décidé de reprendre sa place de maire que j'ai pris ma place de députée à l'Assemblée. Il n'en demeure pas moins que j'avais fait la campagne avec Joris Ebrard. J'avais aussi accompagné notre autre maire à Morières, donc les deux autres villes de la première circonscription, et on n'avait jamais vécu ça. Alors, là, c'était un raz-de-marée. Il y a aujourd'hui un discours qui s'installe, que les Lyonnais observent, c'est que dans ces mouvements extrémistes, oublions le décès tragique, la mort tragique de Quentin, il y a un peu
des pratiques qui sont similaires des deux côtés. C'est ce que disent les gens du côté de Mélenchon, en particulier. Donc, il y a aussi, j'imagine, parmi les colleurs d'affiches et les équipes électorales du Rassemblement national, des gros bras qui sont pas toujours très fins. Enfin, et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous, qui êtes une femme honnête, vous pourriez dire que c'est équivalent des deux côtés? Alors non, c'est certainement pas équivalent. Je peux pas laisser dire ça. Je vais parler de ma campagne, puisqu'il y a au moins personne ne pourra rien contester. Il n'y a jamais eu de violence de notre part, bien au contraire. Nous avons fait une campagne légitime, avec un dialogue politique, et il n'y a jamais eu de violence nulle part. Et en tout cas, sur Avignon, on ne l'a jamais eu. En revanche, depuis que Raphaël Arnault est député, il y a eu une scission dans notre ville, on vivait tous en parfaite harmonie, et il a créé ce climat, et ce climat reste. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a jamais eu de violence, ni de groupuscules violents de notre part, certainement. Ouais, c'est vrai. Catherine Jaouen, oui, Renaud Pilat, vous aurez la parole dans un instant, mais tout à l'heure, vous avez noté, Isabelle Saporta, que même dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, vous parliez de la parlementaire Rima Hassan, même elle avait laissé entendre qu'elle n'aimait pas que ce soit les jeunes de la Jeune Garde, le mouvement qui est assez proche de la France Insoumise. Elle n'aimait pas que ce soit eux qui fassent le service d'ordre de ces meetings dans les facs, par exemple. Elle s'est désolidarisée de façon assez habile, faut dire les choses, en disant qu'au fond, elle avait toujours dit à Raphaël Arnault qu'elle était très gênée par cette violence et qu'elle ne voulait pas de la Jeune Garde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, depuis quelques jours, on entend dire à longueur de temps que la Jeune Garde n'avait rien à voir avec le service d'ordre de la France Insoumise, d'ailleurs aussi de la part de Rima Hassan. Or, tous les témoignages de la Jeune Garde, de gens proches de la Jeune Garde qui sortent dans la presse disent mais enfin, c'est une blague. Bien sûr qu'on a toujours joué, au fond, le service d'ordre de la France Insoumise. Et, quelque part, vous savez que Raphaël Garrido, sur cette même antenne, a dit pourquoi Jean-Luc Mélenchon est allé de lui-même voir les gens de la Jeune Garde. N'y avait-il pas un pacte? Est-ce que, au fond, pour être dans notre service d'ordre, il y avait des postes en récompense? En tout cas, force est de constater que Raphaël Arnault a eu ce poste, cette possibilité de poste, et que par ailleurs vous avez aussi beaucoup de proches de la France Insoumise qui vous disent que même à l'intérieur de l'enceinte, et des gens de la France Insoumise étaient très gênés par le comportement de Raphaël Arnault et de ses sbires, qui arrivaient en t-shirt avec les manches remontées, en montrant les muscles et en jouant le rapport de force physique. Donc même au sein des troupes de la France Insoumise, ils étaient gênés par le personnel. Écoutez Renaud Pilat, écoutez Jean-Luc Mélenchon, qui se désolidarise pas du tout de ce député. C'était hier soir, au contraire. Nous avons été fiers et heureux de pouvoir proposer la candidature à Avignon de Raphaël Arnault, qui a gagné d'une manière brillantissime ses galons de député dans les urnes. C'est un bon député, il est travailleur, il nous fait honneur. Le jour où ces événements ont eu lieu à Lyon, il n'était pas à Lyon, il ne donnait pas d'ordre, il ne participait à rien de particulier à Lyon, puisqu'il était à Paris, à l'intérieur de l'hémicycle. Voilà, Renaud Pilat. Oui, madame, une petite question, parce qu'on est très attaché aux faits ici à la rigueur. Quelle est, dans la campagne, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a des diffamations, on voit sur les réseaux sociaux, Raphaël Arnault ceci, Raphaël Arnault cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de Raphaël Arnault, parce que ses collègues disent qu'il est très calme, travailleur, enfin voilà, et il y a eu un échange tendu avec Attal dans votre campagne, mais sinon il n'y a pas eu de violence, donc sa personnalité. Et deuxièmement, comment vous avez retenu, vous, certains militants RN, parce qu'on sait que dans le militantisme, il y a aussi une volonté de répondre. Alors déjà, je n'ai eu à retenir personne, tout le monde s'est tenu correctement de notre côté. Ensuite, Raphaël Arnault, il est absent. Même pendant la campagne, on ne le voyait pas forcément. Ses troupes envahissaient la ville et se comportaient de manière violente et intimidante. Mais Raphaël Arnault n'était pas présent, il est toujours entouré. Voilà. Et alors, son travail de député, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire que c'est un député brillant, non, il ne fait rien, il n'est jamais à Avignon. Les habitants s'en plaignent d'ailleurs, parce que moi, ma permanence, je recevais beaucoup de monde. Lui, sa permanence est tout le temps fermée. Voilà. Et je tiens à rappeler aussi que Farid Farissi, qui est avocat au barreau d'Avignon comme moi et qui est engagé politiquement à LFI, a quitté LFI le mois dernier à cause des comportements de Raphaël Arnault. Il n'a pas attendu que la mort de Quentin arrive. Il s'est désolidarisé de Raphaël Arnault et en disant que c'était un menteur
Et voilà, c'est tout. Donc il y a des réalités. Alors ça, c'est des faits. Par contre, vous le trouverez dans les journaux. Hein. Quand Farid Farissi a quitté LFI, ça a fait un buzz dans les journaux locaux. Voilà. Mais Raphaël Arnaud, je peux pas laisser Jean-Luc Mélenchon dire ça. Il n'est pas présent, il ne travaille pas. Et il est toujours caché parmi les siens. Voilà, merci de vous entendre. Si vous prenez LCI en cours, c'est donc Catherine Jaouen, avocate à Avignon, qui était sa rivale aux dernières élections législatives, la rivale de Raphaël Arnaud, qui a perdu candidate RN, et qui a perdu l'élection, et qui témoignait de cette campagne un peu âpre sur Avignon. Voilà. On continuera évidemment de suivre l'enquête qui est toujours en cours avec ces 11 suspects qui sont 11 personnes en tout cas, qui sont toujours actuellement entendues par la police à Lyon. Mais d'abord, un mot. On voulait terminer cette émission par un mot sur cette désindustrialisation de la France qui décidément n'arrête pas, avec une marque qui vous est peut-être chère, qui était chère quand vous étiez écolier, pour vos enfants peut-être. Regardez cette marque, c'est Maped, le fabricant de fournitures scolaires qui fermera sa dernière usine en France. Ce sera au cours du printemps. Il y a eu un communiqué. Voilà ce que dit le communiqué. Nous sommes pleinement conscients de l'impact humain de cette décision pour nos collaborateurs d'Argonay, parce que l'usine, la dernière usine en France, elle était à Argonay, avec lesquels les collaborateurs nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans un combat pour l'emploi. Mais ce combat, ça y est, c'est terminé. Les gommes et les compas Maped seront désormais fabriqués en Chine. Et nous sommes en direct avec Emmanuel Dutel, directeur de la rédaction de l'usine Nouvelle, parce que vous avez écrit, vous, sur cette fin, parce que c'est la fin de quelque chose. Maped, c'est une usine familiale qui est née donc dans les années, alors si je ne me trompe pas, dans les années 47, en 47, en qui Savoie. était présent en Savoie. Et maintenant, c'est terminé, une page se tourne. Alors, c'est terminé pour cette usine, mais une partie des collaborateurs de Maped va rester en France, puisque le siège social reste bien évidemment en France. C'est toujours regrettable de voir une usine qui ferme. C'était une usine qui avait 28 collaborateurs. C'était, comme vous l'avez dit, la toute dernière usine du groupe Maped pour des gommes et des compas. Pourquoi ils arrêtent ? Parce qu'ils n'arrivent plus à faire face, bien évidemment, à la concurrence chinoise. Si on veut voir le verre à moitié plein, et c'est toujours compliqué dans ce genre de moment, parce qu'on est obligé de penser aux collaborateurs qui vont perdre leur poste, même si une partie vont être reclassés, c'est presque comment Maped a réussi à tenir aussi longtemps face à la concurrence chinoise. Ils sont quasiment les seuls aujourd'hui capables de produire, ils étaient les seuls capables de produire cela, mais quand vous ajoutez toutes les raisons qui expliquent ça, il y a la concurrence asiatique, il y a également une forme de dénatalité en France. Il va y avoir moins d'enfants, il y en a déjà moins dans les classes, donc il y a moins d'acheteurs directement en France des produits Maped. Donc si vous ajoutez toutes les raisons, ça peut justifier aux yeux de l'entreprise, bien évidemment, de devoir mettre un peu genou à terre et d'aller du côté de la Chine, à savoir qu'ils ont des usines. Cela dit, Emmanuel Dutel, on a vu avec les verres Duralex. On a vu également des entreprises françaises qui faisaient les verres Duralex, qui étaient littéralement explosées par la concurrence asiatique et par d'autres opérateurs, et qui pourtant se sont redressés d'une façon ou d'une autre. Alors Duralex, c'est en demandant de l'argent aux collectivités et surtout aux Français. Mais enfin, on peut relever une boîte qui est confrontée à la concurrence chinoise quand même. Maped, c'est un nom connu. Il y a des gamins qui auraient dit « Maman, je veux ma gomme Maped. Tant pis si elle coûte un tout petit peu plus cher que la gomme chinoise. » Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a l'impression qu'ils n'ont pas lutté. Voilà, terminé. Allez, on va fabriquer les gommes en Chine. Non, ils ont lutté pendant très très longtemps, puisque comme le disait votre journaliste, c'est une société familiale qui est toujours aujourd'hui à capitaux familial. Ça fait plusieurs générations qu'ils essayent de se battre et qu'ils essayent également de se diversifier. Ils ont acheté par exemple une marque récemment qui fait des doudous et ce genre de choses pour accompagner l'enfant tout le long de sa vie. Donc c'est une entreprise qui s'est battue justement et jusqu'au bout pour ça, mais c'est pas une entreprise qui va arrêter. Ils produisaient déjà une grande partie de ce qu'ils vendaient dans le monde. Ils ont des usines au Mexique, ils ont une usine aux États-Unis, ils ont des usines en Chine depuis les années 90. Et on peut pas comparer avec une situation comme Duralex. Justement, c'est pour ne pas se retrouver dans la situation. Ah d'accord, j'ai compris. Donc finalement, Maped, Emmanuel Dutel, si j'étais un peu taquin, je dirais que Maped, c'est un peu comme Renault. Ils ont délocalisé, mais l'entreprise demeure. Ils ont délocalisé pour rester fort, compétitif et vivant, comme c'est très souvent le cas maintenant dans l'industrie. Il y aura toujours des gommes Maped, simplement elles seront fabriquées en Chine. C'est ça l'histoire.
C'est une partie de l'histoire, effectivement, aujourd'hui, pour rester compétitif du côté de Maped. Le cas de Renault est un cas effectivement aussi très symbolique. Ils ont délocalisé un peu partout dans le monde. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les voitures électriques de Renault sont fabriquées à Douai, même si une partie sera sûrement fabriquée dans le futur en Espagne. Mais Renault s'est réindustrialisé en France, en tout cas pour ses voitures à valeur ajoutée du côté de l'électrique. Mais du côté de Maped, il y a une concurrence qui est très différente. Vous disiez, les parents et les enfants seraient sûrement prêts à payer plus cher pour une gomme Maped. C'est vrai dans une certaine mesure. À un moment où vous faites vos dépenses de rentrée scolaire, vous êtes extrêmement contraint dans le budget. Plus les enfants avancent dans l'âge, plus ça coûte cher. Donc les gens font des arbitrages. Et donc le seul fait que ce soit une gomme made in France n'est pas certain, avec quelques centimes d'euros. On se fait parfois vous avez raison, Isabelle Saporta, c'est vrai qu'on se fait parfois des illusions sur l'acte d'achat courageux et militant des gens qui sont dans les linéaires des supermarchés. Bon. On n'a pas tous les mêmes moyens non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Maintenant, si vous voulez, moi, c'est vrai que j'en peux plus d'entendre toujours la même sérénade. Alors, je suis désolée. En fait, vous, à l'usine Nouvelle, ça doit être tous les jours. Mais c'est au fond, à chaque fois, on nous dit on pouvait pas faire autrement. Donc, en fait, moi, j'invite les Français qui le peuvent, qui ont les moyens. Comme le dit Yves Gégaud à chaque fois sur votre plateau, à tous les deux, Magali et Eric, c'est d'acheter plutôt une marque étrangère qui fabrique en France. Alors, acheter une Toyota plutôt qu'une Renault qui est faite en Chine, vous savez quoi, moi je commence à en avoir un petit peu assez, parce que au fond, malgré tout, c'est une question d'augmentation de marge, et donc, vous savez quoi, ils jouent plus le jeu, et achetez ceux qui fabriquent en France, et puis c'est tout, et au moins il y aura moins de désindustrialisation. Merci Isabelle Saporta. Cela dit, il faut être honnête avec Renault, il y a beaucoup de Renault, notamment les électriques, qui sont fabriqués à Douai en France. Et achetez celles qui sont fabriquées en France, et n'achetez pas celles qui sont fabriquées en Chine. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci Emmanuel Dutel, merci beaucoup d'avoir participé, donc d'avoir donné ces informations extrêmement précieuses. La dernière image, vous la voyez toujours, c'est ces paysages totalement inondés avec ces alertes rouges qui perdurent, alertes rouges au cru, soyez extrêmement prudents. Marie-Aline Mélihy arrive, c'est LCI Direct à suivre. Bon après-midi à tous.